Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est l'épisode 99, ça y est, on arrive à la barre fatidique des 100. Purée de pommes de terre, c'est incroyable. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Si c'est vrai, ça y est. Est-ce que Doc sera là pour le CKR en live? J'espère, ce serait la belle surprise que je pourrais vous offrir. Le retour du Doc pour au moins le CKR en live, ce serait un truc de ouf. Je vais voir avec lui en vrai. Je vais voir avec lui si au moins pour ça on pourrait le faire. En tout cas, sachez que c'est toujours un kiff de lire vos retours sur les différents épisodes. Merci, vraiment, là je vois Nadia sur le dernier épisode qui dit merci à toi, j'adore tes discussions et analyses, force à toi. Merci beaucoup Nadia, vraiment ça fait trop plaisir. Young Lordy qui dit franchement je me rends compte que sur ce genre de vidéo 1 heure ça passe vite. C'est vrai que la dernière vidéo en plus elle avait fait... Enfin, l'épisode avait fait 2 heures, mais oui, c'était le gros sujet sur Nouratala. D'ailleurs, on va updater là-dessus. Les lunettes que tu portes te vont à merveille. Oh, ça fait plaisir. Merci. Vraiment, je suis touché. Je les ai pas mises du coup, dommage. Concernant l'épisode Nouratala, Lionel Bouchard qui dit comme par hasard cette affaire sort juste au moment où l'on commençait à parler d'accueillir des réfugiés palestiniens. Il y a de l'extrême droite dans l'air. Dans tout cela, si on veut rajouter un Retailleau Raslar, on comprend vite où se trouve le vrai problème. Par contre, quand on entend à longueur de journée sur les plateaux télé des propos totalement abjects, il n'y a aucun problème. Franchement, de plus en plus honte d'être français. Je partage et je souscris à tout ce que tu as dit, Lionel Bouchard. On entend des choses mais ignobles dans les médias de la part de pro-israéliens. Et là, d'un coup, on jette le discrédit sur toute la cause, sur tous les réfugiés, à cause d'une personne qui a partagé des tweets antisémites. C'est un truc de ouf. À croire qu'ils attendaient que ça, limite, et que ça les arrange. Vraiment, c'est exactement ce qu'on perçoit, tu vois, vu d'ici. Georges Onyx qui dit... Merci Kevin d'être capable d'avoir du recul et une réflexion intelligente sur le sujet, contrairement à ces juges, surtout quand on voit la haine que peuvent déverser les pro-génocides comme Barbara Lefebvre, qui n'est jamais inquiétée. C'est ce que je viens de dire et on est totalement d'accord. RDeb 4 qui dit merci Kevin pour ce que tu fais. À parté, j'essaie de formuler un message d'encouragement pour tout le monde, mais je n'y arrive pas. La situation actuelle me dépasse et il y a tellement à dire. Je suis suspendu au fil d'actu, la vraie, dans l'espoir que l'enfer s'arrête pour les Palestiniens et c'est du déni de feindre, de ne pas comprendre cette étudiante. Merci et ne lâchez rien à toutes les personnes qui portent de l'amour dans leur cœur et qui en redistribuent tout autour d'eux. La lutte pour la paix et la vie, c'est aimer. Partager, c'est aimer. Rejeter la haine, c'est aimer. Rire ensemble, c'est aimer. Tendre la main, c'est aimer. Plein de petits cœurs pour conclure ce message. Merci pour ce magnifique message qui, je l'espère, va résonner dans les cœurs et dans les têtes de toutes les personnes qui nous écoutent. Peu importe la plateforme, Spotify, Deezer, Apple, Twitch, YouTube. On est ensemble. Et Fleur d'Amandier qui dit, et je finis là-dessus, si j'étais Gazaoui enfermé dans mon propre pays depuis des décennies sans même l'espoir d'un avenir meilleur, si je voyais ma famille, mes proches flingués par des drones ou des tireurs, si j'en voyais d'autres écrabouillés, brûlés par des bombes de plusieurs tonnes sur lesquelles le peuple élu et des soutiens viennent signer de leur nom, si je voyais mon peuple à genoux de faim, il se pourrait bien que jeune, j'eus exprimé des points de vue horribles quant à mes bourreaux. Je ne dis pas que c'est bien, mais il faut savoir se mettre à la place de chacun. L'empathie, c'est ultra important. Et là, il est à géométrie variable, il est asymétrique, et évidemment, les puissants n'ont pas décidé d'y accorder beaucoup d'attention et d'intérêt, mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je souscris à tout ce que vous avez dit, de très très beaux messages. Et elle a fini par partir au Qatar, où apparemment elle va être reçue par le Qatar. En vrai, c'est pas plus mal. Honnêtement, elle sera mieux accueillie. Déjà. Il n'y aura pas de problème avec le fait qu'elle porte le voile. Parce qu'elle portait le voile. Elle porte le voile. On va pas lui casser les couilles parce qu'elle en a pas. On va pas la faire chier avec est-ce que vous condamnez le Hamas, les machins, les... Mais attendez, enfin tu vois, en Vidal, même si c'était peut-être pas forcément ce qu'elle voulait ou quoi, mais au final elle s'achète la paix, je te jure. Parce que notre pays il est trop instable là pour l'instant. Et c'est pas plus rien. Et c'est pas plus rien.
Alors attends, je voulais vous parler d'un truc parce que sur le Discord, et il y a le lien dans la description et aussi dans la conversation pour celles et ceux qui sont en live sur Twitch, le Linktree, le Discord où on peut discuter un peu de tout, vous pouvez me poser des questions, machin, on échange, c'est vraiment la petite famille. On m'a demandé de parler du 10 septembre, alors j'ai pas encore pu me plonger à fond dans les trucs, je regardais la vidéo du canard réfractaire là-dessus, on sait pas qui se cache derrière le 10 septembre et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est un mouvement assez spontané, qui a un Telegram, qui s'organise plutôt bien, qui est ouvert à tous et à tous, et... Et l'idée, c'est un appel à une grève générale pour protester contre le budget qu'a proposé François Bayrou, Premier ministre, mais surtout aussi d'arrêter de consommer, d'arrêter d'aller dans les magasins, de rien faire ce jour-là, de limite se confiner ou alors d'aller manifester. Et c'est un peu ce qu'on avait dit avec Dr H au fil des épisodes de CKR, que la meilleure méthode en fin de compte, ce serait de s'auto-confiner un jour ou deux, mais vraiment, si on était... 5 ou 10 millions à le faire, on verrait la différence. Et je rappelle aussi que on a tendance à oublier, et je pense là vraiment, ne serait-ce que la classe ouvrière et l'importance qu'elle représente en termes de nombre et en termes d'emploi actifs, c'est que demain, si les ouvriers, juste la classe ouvrière, décidaient de ne plus aller bosser d'un commun accord, on parle dans la fourchette la plus basse, hein, estimation raisonnable de 30 à 40% du PIB en moins si ils décidaient de se barrer. Alors qu'à l'inverse, les 500 milliardaires les plus riches français, selon Gabriel Zucman, économiste brillant, si ces ultra riches décidaient de quitter la France, la chute de recettes serait de l'ordre de 0,03% du PIB. Donc c'est là que tu te dis ah ouais, en vrai on est là en train de prendre des pincettes pour essayer de faire des mouvements ou des propositions qui feraient pas trop fuir les riches parce que attends, imagine ils partent. En fait les gars ils sont déjà yambes en France, ils ont optimisé tout ce qu'ils avaient à optimiser. Si ils partent 0,03% du PIB en moins, allez vous faire foutre. Allez vous putain de faire foutre. Partez en vrai. Partez. Alors que à l'inverse, les 30 à 40% de PIB en moins, de PIB de la part de la classe ouvrière, si elle décidait de ne plus mettre la main à la pâte, là c'est... voilà. Et ça vous rappelle à quel point le rapport de force, il doit être comme ça. Ça vous rappelle à quel point, en fait, normalement, les politiques sont censés draguer la classe ouvrière, les classes populaires, à coup d'annonces, à coup de lois qui iraient dans notre sens pour des fins électorales, hein. Je te parle d'un point de vue totalement cynique. Normalement, c'est dans ce sens-là que ça devrait avancer. Parce que c'est les classes populaires, les classes moyennes, les classes ouvrières qui ont un réel impact, un réel pouvoir en termes de nombre. C'est juste que quand on s'en rend pas compte parce que les médias sont dominés par des gens qui font partie de cette mini-caste tout en haut, et que c'est pas dans leur intérêt de dire ça. C'est pas dans leur intérêt de fustiger des gens de leur propre classe, tu vois, d'aller taper sur les collègues. Du coup, on a l'impression, on a des pauvres qui défendent les riches. On a des pauvres, vous en avez tous dans votre entourage, c'est peut-être même vous. Peut-être que même moi aussi je l'ai été, hein. Des gens qui vont vous dire non attends, on peut pas augmenter les impôts pour les plus riches, imagine ils partent, il y a plus d'entreprises, hein. Donc et c'est un pauvre qui te dit ça. Non, arrêtez, c'est bon, les riches ils ont déjà assez donné. Bah oui, mais ils donnent pas assez. Ouais, mais quand même s'ils donnent un tout petit peu, c'est tellement beaucoup que voilà. Et là tu te dis ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Parce qu'en fait tu te rends compte qu'on a matrixé les gens. On a matrixé les gens, mais oui, Pastorati, même moi j'en ai fait partie. On a matrixé les gens à croire que c'est les riches qui tenaient le pays économiquement parce qu'en fait, dans l'organigramme, ils avaient des boîtes, machin. En fait, que nenni. Que nenni. Bernard Arnault, si personne va bosser demain, c'est pas lui qui va les faire, hein, les sacs Louis Vuitton. Et puis, à la rédaction en chef de je ne sais quel magazine, machin. Non. Tu connais personne, Jency, de ton entourage qui pense comme ça, t'as bien de la chance. T'as un entourage qui a réussi à sortir de la matrice. Moi, malheureusement, j'en connais et c'est pas loin d'être des abrutis, le pire. Il n'y a même pas une connotation de niveau d'études ou quoi que ce soit. C'est des gens très smart, très brillants qui sont matrixés par ce truc-là. En tout cas,
On va attaquer la petite news HMD qui fait plaisir, la petite news Hamdulillah. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit là dans le HMD? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on va être dans le YouTube game. MrBeast et Mark Rober. MrBeast, je crois que c'est le plus gros YouTuber du monde. Et Mark Rober, je le connais. Hop. Ils ont lancé Team Water, leur plus grande levée de fonds à ce jour, avec plus de 3000 créateurs YouTube mobilisés dans le monde. Ils visent à récolter 40 millions de dollars pour offrir l'eau potable à 2 millions de personnes. C'est dans Variety qu'ils en ont parlé. Trop bien que des youtubeurs offrent de l'eau potable à des populations qui en ont besoin. Et bravo à eux parce que évidemment ils font le travail que les politiques ne font pas. Et j'espère que ça ira acquis de droit. Et que ce ne sera pas une énième magouille ou un énième flou artistique tar Jérôme Jarre, on connaît. Il y a beaucoup de gens là qui me soutiennent en ce moment de partout et je tenais à les remercier, et notamment Mahmoud du Canada qui nous a envoyé un petit Tipeee qui fait plaisir. Si vous voulez faire comme lui et donner de la force pour qu'on puisse justement être le plus autonome possible et continuer à pouvoir faire cette émission et pouvoir faire plein d'autres choses, et ben vous savez où ça se passe. MrBeast est un type détestable, me dit Nafta. Et ben ma foi, je n'ai pas les infos, mais si tu le dis, je veux bien te donner le crédit de tes propos parce que je sais que tu es toujours bien renseigné. Si vous voulez soutenir sur Twitch, les subs, vous connaissez, hein, pour celles et ceux qui sont sur Twitch et qui nous regardent là-dessus, ben, le système vous le connaissez, on compte sur vous en tout cas pour la force. On m'a aussi dit tout à l'heure, il y a un gars, il m'a envoyé un Tipeee, il m'a dit merci de le rabâcher non-stop parce que à chaque fois que je l'entendais, je me disais faut que je le fasse. Et puis finalement, il l'a entendu pour la 1000e fois et il l'a fait. Donc tu vois, je le redirai jamais assez. Si vous voulez soutenir, c'est comme ça que ça se passe, c'est sur Tipeee. La plus petite somme possible qui vous mette pas dans la merde. 100 € par mois, tu vois, un petit truc vite fait. Non, je rigole évidemment. Mais encore une fois, la force du nombre. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais si demain t'as 10 000 personnes qui lâchent 1 €, c'est une dinguerie en vrai de vrai. Là, frère, c'est émission champagne, émission en public, il y a une voiture qui vient vous chercher et tout, hein, t'as capté. On passe au mezze, allez, hein, les petites news à picorer entre amis, en famille, avec les proches. Voilà. Alors, attends, excusez-moi, je vous ai gueulé dans l'oreille. Alors ça c'est un truc de ouf. Il y a une auto-école qui est interdite aux femmes voilées depuis plusieurs années. C'est à Dreux, en Eure-et-Loire. Et elle refuse systématiquement les clientes qui portent le foulard. Aïssata, une étudiante de 22 ans, en a fait les frais récemment. L'auto-école se défend derrière son règlement intérieur qui est totalement hors la loi. On va regarder cette vidéo. On va regarder cette vidéo et on va la commenter. Aïssata a 22 ans. Elle vit dans les Yvelines, en Île-de-France. Cette étudiante en communication veut passer son permis de conduire en accéléré. En l'occurrence, Aïssata est bien dans son droit. Cette neutralité, telle qu'elle est présentée par l'entreprise, est en réalité une discrimination indirecte. C'est illégal. La loi du 27 mai 2008 du Code pénal est claire en la matière. Constitue une discrimination indirecte, une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Aïssata n'est pas la seule à avoir été interdite de formation par ce centre à cause de son foulard. Ce système, il semble perdurer depuis des années. Sur Internet, de nombreuses personnes en témoignent. Le plus vieux commentaire remonte à 2020. Discrimine les femmes voilées. Règlement d'une auto-école qui demande aux femmes qui portent le voile de l'enlever. Attention, auto-école qui n'accepte pas les femmes voilées. L'auto-école répond systématiquement de la même manière à ces commentaires. Cet article du règlement intérieur a été décidé suite à des incidents et des tensions qui se sont produits au centre de formation Blanchard dans le passé. Nous appliquons le principe de neutralité religion et politique au même titre que l'État pour ces écoles. Vous mettez pas l'État, chacal. Tu vas te calmer en fait. Sauf qu'une auto-école, ce n'est pas une école, c'est un commerce. Contactée, l'avocate Clara Gandin, qui est spécialisée en droit de la non-discrimination, rappelle que cette clause de neutralité ne s'applique dans les commerces qu'aux employés. On est dans du commerce privé. Il n'y a absolument, a priori, aucune raison d'interdire aux usagers le fait de porter un signe religieux.
On vit encore dans un pays où la liberté religieuse existe. Il faut que les restrictions qui y sont posées soient légitimes et qu'elles soient proportionnées. Ça devient très compliqué, hein, parce que même si à la tête de l'État, chez les législateurs et chez les personnes aux affaires, ils n'ont pas la bonne définition de la laïcité, tu m'étonnes que derrière ça parte en vrille. Hein. Merci Retailleau, merci toute la clique. Ce principe de neutralité, il découle d'une vision aussi dévoyée, à mon sens, de la laïcité. C'est-à-dire que le principe de laïcité, au départ, j'ai même pas besoin de parler, on dit la même chose. Il est créé quand même pour garantir à chacun le libre exercice, la liberté de croyance et le libre exercice de sa religion sur le territoire. Ouais, non, c'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. On n'est pas étonné, mais c'est toujours chaud de voir à quel point il y en a qui font de l'excès de zèle à se permettre de faire des choses qu'on leur a pas demandé. Alors, même s'il y a eu des... Alors, je serais curieux de savoir quels étaient les problèmes qu'ils ont pu rencontrer qui justifieraient qu'on demande aux gens de ne plus porter de signes religieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est quoi le lien? Parce que si t'as eu des embrouilles de gens, je sais pas, genre par rapport à leur religion, s'ils se sont insultés et que s'il y a deux personnes qui se sont embrouillées et que ils se sont insultés et que ça a dévié sur leur appartenance religieuse, je pense pas que de proscrire les signes religieux, ça va changer quelque chose. C'est que ces deux personnes-là, elles ont surtout eu un très mauvais comportement. Je sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Salut Nour. Je comprends pas. Mais en tout cas, ça nous en dit long sur la politique menée par la France et surtout par ses institutions, par ses représentants, qui ensuite ruissellent. Et pour le coup, là, le ruissellement, malheureusement, il marche, contrairement au ruissellement économique. Là, toutes ces idées qui sont ancrées et déversées régulièrement par l'élite et par les médias, eh ben, elles coulent sur les gens qui ont une vision totalement biaisée de la laïcité, qui ont oublié ce que voulait dire la laïcité, que c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et d'avoir la possibilité de le faire sans craindre pour sa vie, hein, tout simplement, sans craindre d'être discriminé pour ça. Et là, c'est du n'importe quoi. Alors, on a eu des commentaires aussi sur X. Kiradon qui dit: le refus de vente envers un consommateur est interdit par les dispositions de l'article L121-11 du Code de la consommation. Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sauf motif légitime. Ouais, bon, déjà t'es niqué. Et SK qui dit: l'auto-école n'a pas le droit d'exclure une femme à cause de son foulard. Le règlement intérieur ne vaut rien face à la loi et c'est discriminatoire. Article 225 alinéa 1 du Code pénal. Il y a des gens qui s'étouffent avec le mot liberté mais l'invoquent jamais quand ça concerne une musulmane. Ouais, c'est clair. C'est ultra limpide. Tout est dans les articles de loi que je viens de citer. Merci pour les travaux. Alors, la suite concernant ma vidéo de Nouratala. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nouratala, cette étudiante gazaoui qui avait été expulsée, qui a été, ça y est, expulsée de la France pour le Qatar après sa désinscription forcée de Sciences Po Lille suite à des tweets antisémites qui ont été supprimés mais qu'on aurait retrouvés, qui ont a priori été authentifiés. On avait fait un bon épisode il y a quelques jours pour vous donner mon point de vue et dire que c'était pas une bonne chose de traiter l'affaire comme celle-ci et d'omettre le fait qu'on parle d'une jeune femme de 25 ans qui est née et qui a grandi à Gaza et qui par conséquent par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre au quotidien et tout de ses yeux, qu'elle ait pu tweeter des choses antisémites, c'est regrettable. Mais est-ce qu'on n'a pas la capacité de discuter, de comprendre le biais qu'elle a de la réalité qu'elle a traversée? Parce que, encore une fois, cette punchline, je pense qu'elle dit tout. Si on demandait à un juif qui sortait des camps en 45 ce qu'il pensait des Allemands, je pense que le constat aurait été sans appel. Il n'y aurait pas eu de pondération, pas certains sûrement, hein, mais comment tu peux reprocher à quelqu'un
qui vit l'horreur au quotidien, d'avoir tes propos envers la communauté qui est majoritaire dans le gouvernement qui l'oppresse. Enfin bref. C'est un gros trauma pour avoir vécu à Gaza, par exemple. Non, mais c'est un truc de ouf que tu lui en tiennes rigueur comme si, en fait, elle était dans le confort de son canapé dans un pays qui n'a rien à voir et qu'elle a juste créé ce sentiment d'antisémitisme en elle de toute pièce, tu vois. Qu'il était basé sur rien du tout, quoi, et qu'on pouvait pas le comprendre ou l'entendre, et non pas le justifier, mais essayer de comprendre le mécanisme pour essayer ensuite après de le discuter, comme j'avais dit, de lui faire rencontrer des personnes de confession juive, des Israéliens, etc. Voilà. A priori, oui, Nour, elle republiait vraiment des trucs de... En fait, elle a retweeté un tweet d'un gars qui avait dit oui que le moustachu, enfin je sais plus que quoi, comme quoi c'était trop bien ce qu'il avait fait, quoi. Mais Barbara Lefebvre, elle dit des trucs horribles, et elle a pas connu la guerre, et on lui pardonne. Il se passe rien pour elle, et c'est ça en fait qui est rageant, tu vois. C'est ça qui est rageant. On va pas refaire tout l'épisode, évidemment, que j'ai déjà fait. Il est disponible, allez le checker. C'est l'épisode 98. Il y a Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, qui a tweeté « Nour Atalla a quitté le territoire national. Elle n'y avait pas sa place. Je l'avais dit, nous l'avons fait. Ce départ n'aurait pas été possible sans la mobilisation décisive des agents du Quai d'Orsay et de ceux qui les ont appuyés. Je les en remercie. » Mais quelle grosse merde. L'autre, on dit, vraiment, il est persuadé que lui, en disant ça, tout le monde allait faire bravo. Heureusement que t'es là, hein, chacal. Bien joué, hein. Putain. Heureusement que t'es là, hein, pour avoir expulsé quelqu'un. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On va voir un peu ce qu'ils en disent, hein, d'ailleurs. Alors, il y a un article de l'Huffington Post. Alors, attends. Sur le Huffington Post, ils disent quoi? Ils disent que Olivier Faure, PS, hein, et plusieurs élus de gauche approuvent la sanction individuelle, mais s'insurgent contre la décision du gouvernement de geler l'accueil de tous les réfugiés de Gaza. Ça aussi, c'est autre chose. Ils ont pris en prétexte le fait que cette étudiante avait écrit des tweets antisémites pour dire, bon, à partir de maintenant, on gèle la procédure d'accueil de réfugiés palestiniens parce qu'il faut faire attention, machin. Mais chacal, mais tu crois que tu vas trouver quoi en fouillant sur leur réseau? Waouh, pas facile de vivre dans ces conditions. Mais bon, en tout cas, en face, ils n'y sont pour rien, hein. Vraiment, tu crois que tu vas... Par contre, la personne qui a tweeté, on la vire ou alors elle est trop blanche pour ça? Qui a tweeté quoi? Non, mais c'est une dinguerie, par contre. C'est une dinguerie, franchement. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, il y a David Cormand des Verts qui dit on peut pas bloquer des dizaines de vies pour le comportement d'une seule. Thomas Porte, LFI, qui dit l'extrême droite instrumentalise cette affaire pour stopper l'accueil des réfugiés palestiniens. Ouais, c'est vrai. Adrien Clouet qui dit LFI aussi, une personne commet une faute, on condamne tous les autres, c'est honteux et choquant. Bah, c'est comme si là, tu vois, nous on avait des vidéos d'Ukrainiens là qui font des saluts romains. Ou alors, et qui ont décidé de plus accueillir d'Ukrainiens, tu vois. Ou alors, de ces franco-israéliens qui étaient dans l'armée, qui étaient dans le Sahel, qui ont noté des noms de personnalités publiques, de politiques sur des missiles. Ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? On les accueille à bras ouverts. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Le Quai d'Orsay n'a pas dit combien de personnes sont concernées, mais une chose est claire, tous les Gazaouis déjà accueillis seront à nouveau passés au crible. Ouais, non, mais c'est ce qu'ils disent dans l'article. Donc voilà, quand t'es palestinien, en gros, on te coupe les ponts, mais quand t'es un zémouriste ou une lefévriste à la Barbara, que t'as eu, ou alors que t'as été condamné ou que t'as eu des propos condamnables, on te laisse débattre. Voilà. Vraiment, c'est une dinguerie. On se déshonore à vouloir suivre les injonctions de l'extrême droite et des sionistes au lieu de faire en sorte de faire respecter le droit international. Et les sionistes ont créé un problème dans le problème pour empêcher d'aider les réfugiés de Gaza. Moi, c'est ce que je retiens. Il
Il y a Sale Gosse sur X qui dit c'est surtout une victoire pour les trolls sionistes. Burdo Bernard qui dit vous ferez de même avec les soldats franco-israéliens qui ont participé au génocide à Gaza. Bien sûr que oui. Taoufik Tahani qui dit intraitable avec une jeune Gazaoui pour des tweets, certes condamnable, mais expulser cette rescapée d'un génocide et décréter une punition collective contre les Gazaouis ne grandit pas la France. Et vous allez faire croire que vous allez faire quoi avec les soldats franco-israéliens génocidaires? Je pense qu'on est tous raccord là-dessus. Bon, évidemment, quand je dis tous, hein, c'est tous sauf les gens qui pensent pas comme nous. Mais je pense que c'est limpide. Enfin. J'ai l'impression que, et ce sera le sujet du scan, hein, le sujet principal de cet épisode, qu'on vit dans une matrice, tu sais, où parfois t'as peur de te dire est-ce que je suis pas du mauvais côté de l'histoire. Et vraiment, parfois je comprends pas comment des gens que je connais, avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai grandi et tout, peuvent ne pas avoir du tout de recul nécessaire, à tel point que je me dis, est-ce que c'est pas moi au final qui n'en ai pas? Et je vous expliquerai bien plus concrètement, parce que je sais qu'on a déjà parlé, de mon point de vue et de mon positionnement, encore une fois, là-dessus, qui n'est pas juste un point de vue d'opposition ou partisan, mais qui est animé par une espèce de combat intellectuel. Je vous expliquerai. On va parler de violences policières dans le Mezzé. La France est le pays d'Europe où l'on recense le plus de morts au commissariat, en gendarmerie, en centre de rétention ou lors d'une garde à vue. Rien qu'en 2024, 52 personnes sont mortes à la suite d'une intervention policière, contre 50 en 2023. C'est 2 fois plus que la moyenne annuelle observée entre 2010 et 2019. Donc il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux par rapport à cette info pour dire que ce raisonnement ne tient pas parce que la France a le plus d'habitants, donc mécaniquement plus de morts. Selon eux, il faut raisonner en termes de morts par million d'habitants. Sauf que quand on parle de morts, c'est pas juste une statistique, ce sont des vies humaines, quoi. C'est des familles derrière. Et le pays qui endeuille le plus en prison, c'est nous. C'est ce qu'il faut retenir, point. Et il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet par rapport à la police, par rapport à la façon dont l'État légitime la violence de ce bras armé qui porte bien son nom. Il y a un vrai sujet, tu vois, moi, étant donné que j'ai des flics dans ma famille et mes proches, j'ai jamais été à cab. Parce que je sais que c'est pas des bastards. Et parce que je peux pas essentialiser quand je déplore qu'on le fasse, tu vois. Que en face, on le fasse. Mais malheureusement, si on s'en tient aux statistiques, à l'origine de la police, Hamza en avait déjà parlé, on la tient de Napoléon, c'est une police raciale qui était là pour faire à la base du contrôle aux faciès, puis ensuite c'est devenu sous Pétain... sous Pétain, une police collaborationniste et qui a perduré en fait dans son essence même. Elle est construite, cette police française, sur une base raciste. Et donc, j'ai envie de te dire, les bons policiers, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que malheureusement, la police française a été bâtie sur des fondations dégueulasses de racisme, de faciès, de violence. Et donc, au final, ce qu'on obtient aujourd'hui, en fait, c'est ça, quoi. C'est ce résultat-là. C'est ce résultat que je viens de dire, que la France est le pays d'Europe où l'on recense le plus de morts en commissariat, en gendarmerie, en centre de rétention ou lors d'une garde à vue. C'est scandaleux, en fait. Et on peut pas justifier ça par l'ensauvagement de la société, machin, etc. Parce que ça, c'est une boucle aussi. Déjà, d'une, parce qu'il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Ah bon, ouais, bah oui. Les chiffres, ils sont stables. Voire, ils baissent pour les violences mortelles, etc. Alors, c'est pas parce que tu entends plus parler et que tu vois plus de vidéos que ça veut dire qu'il y en a plus. C'est juste que tu le recenses plus. Mais à l'époque, tu vois, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de YouTube ou de Twitter. Tu voyais pas qu'il y a un mec qui s'est fait renverser par une voiture à Saint-Pierre-d'Oléron. Là, tu as un accès à la violence de faits divers qui te donne l'impression, quand en plus ton algorithme va te pousser que des choses comme ça, que tout part en couille. Ça a toujours été comme ça et c'était pire avant. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut s'en référer aux statistiques des chercheurs qui travaillent sur ça depuis des années.
bah c'est un fait, ça augmente. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Provence TV. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Hein. C'est parce que j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches. En fait, je vais t'expliquer parce que bon ben, c'est important de prendre le temps. Alors attends. Dans les années 80, je peux te garantir que c'était pas pire. Bien au contraire, j'ai 45 ans, je suis choqué de 2025. D'accord, mais en fait, Provence, t'es pas omniscient et t'es pas omnipotent. Sauf si t'es Dieu, et je m'étais pas rendu compte, et au final, bah, je te respecte, hein, vraiment enchanté. Mais a priori, tu n'as pas la capacité de vivre dans 60 départements en même temps, d'accord? Donc, pour ces choses-là, on fait appel aux instituts. Bah parce qu'en fait, t'as pas quel est le rapport avec Dieu? Bah en fait, tu n'as pas la capacité. En fait, regarde, en gros, Provence, c'est pas parce que t'ouvres la fenêtre de chez toi et que tu vois des voitures rouges qui défilent que dans toute la France, il y a que des voitures rouges. Ça, c'est l'exemple que je vous sors à chaque fois. D'où, je te jure, c'était une expression quand je dis Dieu. Hein. Comment ça, comment ça, je suis Dieu? Personne me l'aurait dit. Tu peux pas faire des statistiques à partir de ton point de vue. En fait, t'as une réalité qui est vraie. Ce que tu constates est vrai, mais ça veut pas dire que c'est valable pour tout. En fait, c'est juste ça. Et c'est pour ça que c'est ultra important de tout le temps mettre de la science et de tout le temps mettre comment dire, les chercheurs et les sondages et surtout les études au centre de ce que tu fais. Parce que, regarde, et tu vas voir, en fait, et la vérité se trouve entre ce que tu dis et ce que je dis. Hein. Le Centre d'études prospectives et d'information internationale, CEPI, qui est rattaché au service du Premier ministre. Donc, c'est pas un truc, voilà, c'est pas dans son intérêt de dire ou de ne pas dire certaines choses. En fait, ils te disent déjà, bon, alors là, rien à voir, parce qu'il y en a qui lient la montée de la violence à l'immigration, bon, ça, ils te disent qu'il n'y a aucun lien entre plus d'immigrés et plus de violence. Et même si toi, à chaque fois que tu vas voir une embrouille, c'est toujours un noir ou un arabe, et si, et ça, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas. Ils ont pris le temps d'analyser dans tous les pays. Il n'y a pas. Il n'y a pas de lien, en fait. Aucune étude ne trouve d'effet de l'immigration sur la délinquance. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, les chiffres du nombre d'actes de violence, ils augmentent depuis 6 ans. Là, on parle quand je vous parle de ça, depuis début 2024. Mais en fait, tu as René Zoberman qui dit que ces chiffres ne sont pas une photographie exacte du niveau de violence en France. On peut d'autant moins se fier aux chiffres du ministère de l'Intérieur que la définition des délits de violence a changé dans les 40 dernières années. Il y a des choses qui étaient définies comme étant violents aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Donc, et elle est directrice au CNRS. Donc c'est très compliqué de pouvoir dire « Ah ouais, c'est plus violent ». Parce que c'est plutôt même l'inverse. En tout cas, pour les homicides, ça a été divisé par 2 depuis 1994, c'est encore très bas aujourd'hui. Pour la violence non mortelle, les statistiques sont gonflées par une meilleure prise en compte. On va plus porter plainte. Il y a des choses qui sont considérées comme des actes de violence qui n'étaient pas avant. Et puis c'est tout, en fait. J'allais enchaîner en disant que... Et ensuite... Avant, t'avais pas les réseaux sociaux. Je sais que tu vas me dire t'as pas le lien, mais t'avais pas les réseaux sociaux, Chacal. T'avais pas les réseaux sociaux. T'avais pas des gens qui étaient capables dans ton entourage de te dire putain, t'as vu ce qui s'est passé à Strasbourg. Le tramway à un moment, il a roulé sur quelqu'un, machin. T'as vu, il y a un chauffeur, il s'est fait agresser par-ci. T'as vu humainement, on n'était pas apte à encaisser le fait de connaître tous les faits divers partout dans le monde, partout au moins dans le pays. Si tu t'enchaînes 10 vidéos de violence dans la rue, entre des gens, des coups de couteau, des machins et tout, évidemment tu vas dire putain, en fait le monde il part en couille. Le problème c'est que, est-ce qu'il n'y a pas 20 ou 30 ans, c'était pas la même chose, si ce n'est pire? Bah tu le sais pas parce que t'avais pas la capacité de voir ça. Et tu peux pas me dire qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, tu prenais les chiffres des instituts pour voir où en était la violence, etc. Non, tu te contentais d'avoir les infos 2 fois dans la journée, soit à 13h, soit à 20h.
ou alors de regarder la presse qui prenait le temps de publier de travailler ses articles avant de les publier. On n'était pas dans la course à l'alimentation médiatique. On n'était pas dans cette recherche de l'info non-stop, à devoir combler des trous, etc. Et ça joue beaucoup aussi. Donc, même si on a l'impression que c'est plus chaud qu'avant, et moi-même, je pourrais te le dire, hein, je me dis, putain, c'est vrai que là, je fais grave attention. On a des réflexes de ouf quand on vit en ville. Genre, quand t'es en voiture, de pas mettre ton sac sur le côté passager, parce que tu te dis, ouais, à l'arrêt, on peut te casser ta vie de côté passager, prendre ton sac. De laisser la clé dans la porte, comme ça on peut pas l'accrocher et tout. En fait, on réfléchit à des trucs en mode on est matrixé par ça, donc je peux t'entendre. Force est de constater que les statistiques elles disent pas ça. Et tu peux pas me dire ça arrange quelqu'un, parce que aujourd'hui on a un gouvernement qui est tellement à droite de la droite que tout ce qui est sécuritaire ça les arrange. Tu le vois bien avec ce qui se passe sur le frérisme, l'entrisme des frères musulmans. On m'a épinglé là-dessus à chaque fois en me disant « Ah bon, ils n'existent pas, machin, nan. » Le rapport du ministère de l'Intérieur te dit que c'est résiduel. Mais pour autant, on a communiqué en disant que c'était un phénomène et tout et tout. Pour la violence, c'est pareil. Si ils avaient pu communiquer là-dessus, et tu vois bien qu'ils le font, dès qu'il y a un fait divers, un truc, des pompiers caillassés, des trucs comme ça, ils vont vraiment mettre le projecteur là-dessus pour être sûr de créer quelque chose. Une tension, l'émoi, de faire passer des lois plus facilement, etc. Donc vraiment, il faut faire attention. Et ce serait l'occasion de faire un épisode là-dessus. Alors... Donc, la police. La France, tu vois, il y a Hassan qui dit sur X, la France aime donner des leçons de droits humains au monde entier, mais c'est elle qui détient le triste record européen de morts en garde à vue au commissariat. L'hypocrisie totale, c'est clair. Et s'il n'y avait plus de délinquants, il n'y aurait plus de décès. CQFD. Ça, c'est un bon tweet de FDP. S'il n'y avait plus de délinquants, il n'y aurait plus de décès. Bah, voyons. Putain, il y a vraiment des gens qui sont matrixés, hein, tu vois. Et c'est pour ça qu'on essaye de gentiment casser la matrice de ces certaines personnes. Moi, il y a un truc qui m'a choqué parmi les violences. Alors, attends. Attends un peu. Et tu verras tout ce qu'on peut faire quand on est deux. Alors, c'était une vidéo de quelqu'un qui avait sorti, c'est l'Humanité qui a publié ça, qui avait sorti un drapeau palestinien pendant une manif. Tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant? C'est juste ici qu'on s'est fait interpeller puis garder à vue pendant 22 heures pour avoir accroché un drapeau de la Palestine sur un bandeau de signalisation sur le parcours du Tour de France. Je ne peux pas le laisser. Est-ce qu'on peut discuter? Non. Oh, vous lâchez le drapeau. Il y a moi. Allez, vous venez, c'est bon. Interpellé, hein, c'est bon. On n'a même pas le droit de sortir un putain de drapeau palestinien, regardez. Le drapeau américain là-bas, vous l'avez vu ou pas? Tu bouges, t'éclates. C'était pendant le Tour de France. T'as compris maintenant? Les policiers nous ont vus avec un drapeau de la Palestine, on les a vus annoncer quelque chose au talkie-walkie, j'imagine à leur supérieur. Juste en face, il y avait un drapeau des États-Unis, mais visiblement, il n'a pas posé problème aux policiers. Ils m'ont poussé vers la porte et ils m'ont mis les mains dans le dos avec usage de la force pour me menotter. Tu bouges, t'éclates, bouge pas. En arrivant au commissariat, dans les 10 secondes qui ont suivi mon arrivée, j'ai entendu les policiers bien parler du motif pour lequel j'étais là et ils ont crié Palestine, Palestine, va te faire enlever Palestine, mot pour mot. D'abord, on m'a accusé. Oh, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. D'avoir mis une droite à un policier. Ensuite, ça a été violence en réunion contre personne dépositaire de l'autorité publique. Et au final, on m'annonce un stage de citoyenneté de 2 jours pour ces mêmes faits. On nous a pris nos ADN, nos empreintes et ils ont pris des photos de nous sans jamais nous dire qu'on avait le droit de refuser. Juste avant que notre avocate vienne nous voir, bien entendu. Tout procès verbal qui a été rédigé pendant la garde à vue, on ne nous l'a jamais présenté avant de le signer, parce qu'ils ne pouvaient pas tourner leur ordinateur. La question palestinienne, c'est un vrai baromètre du niveau et de l'état des lieux, de la liberté d'expression et de toutes les libertés individuelles en France. On voit bien que juste en affichant un drapeau de la Palestine dans une compétition sportive où elle a été empêchée de concourir, on peut être mis en garde à vue, interpellé. Moi j'ai une question à poser aux autorités. Reconnaître la Palestine, mais avec quel drapeau du coup? Si on n'a même pas le droit d'arborer ce drapeau-là. Je comprends pas où on est là en fait. Je comprends pas ce que je viens de voir et évidemment c'est pas la première vidéo qui va dans ce sens-là. Je comprends pas dans quel pays on est. Pour envoyer des policiers retirer uniquement le drapeau palestinien. Sous quel motif? Vraiment, je
je comprends pas. Ouais, c'est devenu le drapeau de Daesh. La vie de ma mère, c'est... On parle le drapeau d'un État qu'on va reconnaître en France en plus, mais quand bien même, enfin... Et si j'avais le drapeau de One Piece du Mugiwara, qu'est-ce que t'aurais fait, Chacal? Enfin, je comprends pas. C'est quoi la raison? Moi, je veux rencontrer ces policiers. Si vous les connaissez, si vous les avez reconnus, je veux qu'on puisse parler avec eux. Pour savoir pourquoi ils le font et quel ordre on leur a donné. Et ensuite, de savoir ce qu'il y a dans leur putain de tête. Parce que pour moi, les flics, je te jure, hein, c'est Severance, la série. Je pense qu'ils ont une puce. Une puce où, quand ils rentrent au commissariat, ils oublient leur vie d'avant. Ils oublient qu'ils ont des potes de partout. Ils oublient qu'ils viennent de la classe moyenne. Ils oublient qu'ils ont même connu la galère. Ils oublient tout. Dans leur tête, ils sont tous simples, tous droites, tous ultra riches apparemment, tous cons. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Mais d'un coup, ils oublient tout. Et ils font n'importe quoi. On leur dit, hey, tu vas vous sauter sur le moindre gars qui sort un drapeau palestinien. Ok. Pourquoi faire Non, on fait. Hein. On l'enlève. Hein. C'est-à-dire qu'on l'enlève. On peut taper. Cool. C'était pour être sûr. Ok, on le fait. Puis dès qu'ils sortent du taf, tu sais, ils reviennent comme toi et moi. Genre, c'est chaud la Palestine. Hein. Je suis à fond derrière. Hein. Je vois sur TikTok, je like tout. Hein. Mais dès que je vois, enfin, ah tiens, regarde, il y a un drapeau de la Palestine. Bien joué, hein, beau soutien. Ouais, c'est super. Bon, allez, je dois aller au taf. De quoi? Faut enlever un drapeau, on l'enlève. On peut taper? On n'aura pas de problème, hein. Cool. Franchement, je sais pas. Je vais discuter avec mon beauf. Après, il est dans la municipale, c'est des gentils. La municipale, bon, ça dépend quelle ville, hein, mais lui, ça va. J'ai un pote à Aulnay-sous-Bois, il me disait que les policiers municipaux, il les appelait les jardiniers, ces bâtards. Il les respecte pas du tout. Ouais, non, franchement, je comprends pas. Je veux voir je veux discuter, tu vois. Au bout d'un moment il faut créer une passerelle parce que eux ils sont armés en fait, donc de toute façon t'as perdu d'avance. et tu sais pourquoi moi j'ai envie de créer une passerelle avec la police et les militaires? C'est parce que je me dis que si un jour on veut bouger les lignes ou la révolution ou quoi que ce soit, on a juste besoin que les flics, les CRS, les gendarmes et les militaires n'interviennent pas en fait. Parce qu'en fait, on défend aussi leur classe sociale. Hein. C'est ça le pire dans tout ça. Mais si on se met d'accord et qu'on leur dit, les gars, vous intervenez pas, on va foutre le hara pour juste obtenir de changer de constitution, de l'abolition de privilèges, j'en sais rien. Si on décide de faire une révolution, on a juste besoin que les gars ils soient à minima, juste qu'ils n'interviennent pas. Parce qu'ils sont armés. Mais donc c'est pour ça que je veux créer des ponts, moi, avec eux. Mais parce que je sais que tu vois, ça va être compliqué de faire sans. Mais putain, bon, on a juste besoin de flingues aussi. Non, mais tu te rends compte qu'à l'époque, les gars, ils étaient paysans, ils avaient des fourches, des bails comme as et tout. Tu m'étonnes, la révolution, tu l'as fait. Nous, frères, j'ai quoi, moi? J'ai une gourde. Peut-être que, avec un fer à cheval, faut demander à Gaël ce qu'on fout avec un fer à cheval. Tu le prends en point américain comme ça. Paf! Ah oui, non, nickel. Meilleure arme. Ayez tous un fer à cheval. Franchement, c'est les gars, c'est... Non. Trottinette électrique, oui, c'est pareil. Si on la tège, tranquille. Coup de fer à cheval. Non, les gars. C'est le nouveau mouvement. Fer à cheval, les gars. C'est là que ça se passe. Donc, allez chercher tous votre fer à cheval. Ça va s'organiser là. Voilà. Fer à cheval et bien sûr des portes-bougies, les bougies plates là, on appelle ça le chauffeuse, je sais plus là, de chez Ikea. C'est un peu en pierre, hein. Ça, clac. En plus,
Si je tape là les deux comme as, non, ça va trop loin. Non, franchement, là on a ce qu'il faut les gars. Là la révolution est en marche. J'ai quoi là? Frère, un coup de mug CKR. Le gars, il va dire chacal à toutes les sauces. Hein. Qu'est-ce que j'ai... Bah évidemment, on a quoi là? Ah ouais, bah alors là, mon pote, la révolution là, avec une bonnette. Parce que si je te le mets dans la bouche comme ça, bah tu peux respirer, mais il y a de la laine de quelqu'un qui est dégueulasse. Hein. Donc non, vraiment, non, il y a de quoi faire là, en termes de... On est paré. D'ailleurs, pour continuer dans la police, les Gardaves et la Palestine, alors là, cette histoire, elle est assez incroyable. Une personne qui était en école d'infirmière, si je dis pas de bêtises, qui a soutenu un peu trop la Palestine et qui a été condamnée. Écoutez, la condamnation, elle est hardcore. Je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver à là en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression. Dénoncer la présence d'un soldat franco-israélien est pénalement condamnable, surtout si vous le qualifiez de génocidaire. En première instance, j'ai fait de la prison, 46 jours de détention. J'ai été condamné à 46 jours de détention pour avoir dit à un soldat israélien qu'il était génocidaire, si j'ai bien compris. 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme. Et aujourd'hui, je suis condamné à 6 mois de bracelet, 1 an de sursis et 6 000 € d'amende à verser aux différents parties civiles, dont le soldat franco-israélien que j'ai dénoncé à travers les réseaux sociaux. Même frère, même Netanyahou, il n'a pas eu aussi grave. Même Marine Le Pen, même frère, non mais même Zemmour avec ses 600 condamnations, il a jamais eu un truc aussi hardcore. Wesh. J'ai un regard lucide, apaisé, même si je reste quand même la personne la plus lourdement. Même Morandini, il a rien perdu. Condamné depuis le 7 octobre 2023. Je suis encore en période de reconstruction. J'ai une fille de 12 ans que je dois protéger, rassurer. Je reçois régulièrement des menaces de mort à travers les réseaux sociaux, des menaces d'intimidation aussi. Moi, j'ai été étudiante infirmière, donc j'ai été virée de mon école pendant 5 ans. Virée de son école pendant 5 ans? Non mais on marche sur la tête là. Sans déconner. Genre t'as décidé de niquer la life de la go quoi. De lui niquer sa life. Parce qu'elle a dit à quelqu'un qui participe à un génocide que c'est un génocidaire. Allez vous faire enculer. Je ne peux plus me présenter à une école en France, ce qui est illégal de leur part. J'ai du mal également à retrouver un emploi. Et là, j'ai un objectif, c'est déjà de retrouver un équilibre avec ma fille. Ça m'empêche pas de militer, d'apporter mon soutien à la Palestine. On a voulu faire de moi un exemple, donner, je pense, un avertissement à d'autres militants à Nice. Et en France, en tout le cas. Mais à 2 doigts qu'ils te disent, alors mon crédit, je dois le rembourser. Ils ont décidé d'annuler mon crédit. Ma voiture, je ne peux plus l'emmener pour sa révision des 100 000. Ils m'interdisent de faire réviser ma voiture. Non mais je te jure, ça devient lunaire. Bientôt, elle va nous dire, alors la boulangerie, je peux prendre que des baguettes cuites. Les pas trop cuites, je n'y ai plus le droit. Mon engagement pour la Palestine, fièrement assumé, public, et le fait que ce soit fièrement assumé à travers les réseaux sociaux, c'est ce qui dérange. Mon procès a été sous tension. C'est là où on criminalise facilement les paroles, les soutiens des militants pro-palestiniens. Pour moi, c'est une violence, c'est de la violence faite aux femmes. Juridiquement, c'est une violence. Le fait qu'on me condamne à 6 000 € d'amende, c'est un viol économique. Là où on lutte contre la précarité, on lutte contre la précarité des femmes. En fait, c'est ça, c'est une condamnation économique. À ce niveau-là, je crois qu'il y a que Dieudonné qui avait eu une condamnation comme celle-ci, où on t'empêche de gagner ta vie, en fait. Parce que le miskin, il joue dans des salles de fête. Aujourd'hui, c'est pas comme s'il pouvait se louer des zéniths et tout, les boycottés de partout. Et même là, on lui envoie une horde de gendarmes. T'as envie de dire, putain, ces gendarmes, ils auraient été bien dans plein d'endroits où on aurait besoin d'eux. Ils sont venus à 600 000 pour lui dire, ouais, faut arrêter de faire votre sketch pareil. The Severance. Les gars, je suis sûr qu'ils sont tous fans de Dieudonné. Il y en a même, je pense, ils se sont dit, putain, je vais pouvoir voir Dieudonné en vrai. Et non, mais c'est une dinguerie, quoi. Femmes. La détention, elle ne m'a pas détruite. Et c'est ce qui les dérange, c'est ce qui aimerait me détruire. Ce n'est pas le cas en fait. Ça a renforcé ma détermination à me battre contre les injustices, à soutenir encore plus la Palestine. Ah merci Brocoli, on attend les gendarmes à Betaram. Oula!
Non, là, ils vont envoyer un stagiaire, un grand max. Et à dénoncer les Et il vient pas équipé, hein. Non, il vient avec un stylo. crimes que commet l'État d'Israël. Dans mon dossier, un des partis civils a écrit clairement, noir sur blanc, que Madame Zaiter n'a pas appris de son parcours carcéral. Elle continue de soutenir la Palestine à travers les réseaux sociaux. Et alors? Non mais comment tu peux écrire ça? La Palestine, c'est qui? C'est Daesh? Elle continue de soutenir la Palestine. Mais la Palestine, c'est quoi? La Palestine, c'est quoi? C'est un gros mot? C'est pas le Hamas, là. On parle de la Palestine, des Palestiniens, de gens qui se font massacrer. On a pris leurs terres. On connaît l'histoire, ça fait 80 piges que ça dure. Ils se sont fait détruire. Et de les soutenir, genre, c'est... Comment tu peux écrire ça en mode... elle n'a pas compris la leçon, elle continue de... Non mais, la France... Sur la Cuenta, Chacal, vous savez pas, vous, le jour du tribunal de Gaza, la France, elle va tellement sombrer, elle sera dans les premières lignes. Oh, le juge, il va leur dire, bah écoutez, alors là, tu sais, ils vont ressortir tous les faits, là, qu'on recense depuis un an et demi, bientôt 2 ans. On va dire, la France, là, ça fait beaucoup, hein, quand même, hein. À croire que vous êtes un dom-tom d'Israël. Non, mais c'est vrai, parce que là, je comprends pas tout ça, là. C'est-à-dire, parce que là, bon, oula, oui, ça n'arrête pas, France. Hein. Vraiment, ça va être une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Vraiment, je ne saurais que dire. Je ne saurais que dire que là... et encore une fois, là, on dit, ouais, on va condamner la France. Faut pas condamner la France. Il faut condamner les gens. Faut condamner les gens. Donc la personne qui lui a écrit ça, il faut son nom, son prénom, hop, petit papier, on la rentre dans la Cuenta. Pareil, ce sera pas la France c'est un pays. Non, ce sera les dirigeants aux affaires au moment des faits. Les Barrault, les Macron, les Bayrou, tout. Au moment des faits, il faut les blases des gens. C'est comme les gens qui disent, ouais, on va condamner BFM. Non. Le rédacteur en chef, la directrice de production, la responsable éditoriale, c'est ces noms-là qu'il nous faut. Faut arrêter de viser. Faut viser les gens. Parce que eux, en plus, ils se protègent derrière la marque, comme ça, en se disant, voilà, je fais des dingueries, mais c'est la marque qui a attaqué, c'est pas moi. Non, c'est toi, Chacal. C'est toi qu'on va aller chercher. Parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, tribunal de Nuremberg, il y a un rédacteur en chef qui s'est fait pendre. Il faut que ça résonne, cette phrase, dans la tête de toutes ces personnes. Les gens qui ont légitimé de près ou de loin, le rédacteur en chef, il a même pas tenu un flingue. Il a même pas touché un cheveu de quelqu'un. Il s'est fait pendre, Chacal. N'oubliez pas. Ça peut vous retomber dessus tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais bien sûr que on peut pas faire comme si de rien n'était. On ira chercher les blases de tout le monde. À l'instar des époux Klarsfeld, qui était plus noble que le fils. Hein. Mais bref. C'est là qu'on voit clairement que mon soutien à la Palestine dérange. J'ai appris à mesurer mes mots, oui, mais pas à les censurer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est me faire taire, me censurer. Ça, c'est clair que... Mais c'est quoi mesurer tes mots quand tu parles de la Palestine? Bon, à part si elle disait des dingueries, genre qu'ils aillent tous baiser leur mère et tout, mais sinon... De questions. Grâce à cette condamnation, on va dire ça comme ça, j'ai des nouveaux outils qui se présentent, qui vont me permettre de militer autrement, de profiter de cette condamnation pour en faire un projet. Je remercie toutes ces personnes qui me soutiennent, des 4 coins de la France, du monde entier aussi. Je reçois énormément de messages de soutien et surtout, j'ai envie de leur dire de continuer de soutenir la Palestine, de le revendiquer à travers les réseaux sociaux, de ne pas avoir peur, parce que ce n'est rien face à ce que les Palestiniens vivent et on doit continuer de porter la voix des Palestiniens malgré la censure en France. C'est très noble de sa part, en tout cas, force à cette mère de famille qui a énormément de courage. Et franchement, c'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux ce qu'on vient d'entendre. Je suis choqué. Je suis choqué. Alors, que me dit comme à la maison? Est-ce que justement stigmatiser la Palestine en général, c'est pas aussi un mouvement de mode de buzz pour être bien vu au final? Je suis sûr que la plupart des gars en plateau s'en tapent du conflit et des gens des deux côtés de la frontière. Ah bah il y a une posture. Oui, je pense qu'il y a une posture aussi. Au même titre que des gens, et ce sera le sujet principal de cet épisode de CKR, qui pensent que je défends la Palestine parce que c'est une posture pour avoir du buzz et que c'est mercantile pour pouvoir gagner de l'oseille grâce à la communauté musulmane. Essentialisation de fou malade, hein, d'ailleurs. Palestine, musulmane, voilà. Bah oui, il y a des gens
parce que vraiment défendre la Palestine, la posture elle est éclatée au sol en France. Hein. Ceux qui m'accusent de ça, qui sont très peu, hein, je vais pas commencer à en faire une montagne, mais c'est intéressant parce que je pense que y en a un gros qui m'a accusé de ça, cet animateur télé qu'on adore tous pas. C'est très important de remettre un peu du plomb dans l'aile dans tout ça tout à l'heure. On va regarder la suite la suite du conducteur, c'est comment. C'est ouf, hein. Tu sais que je check pas moi les gens qu'il y a là sur le live, mais je vois 118 en moyenne, c'est une dinguerie là. Vous étiez là quand on était genre 30, 40, on était grave contents. Mais là, je vois que maintenant ça dépasse les 100 à chaque fois et tout. Franchement, c'est un truc de ouf. Merci mille fois. Voilà, je tenais juste à vous le dire en passant. Voilà, pour celles et ceux qui seraient encore tentés de voter Rassemblement National parce que c'est le parti du peuple. Là, c'est vraiment une petite parenthèse. Hein. C'est pas. Voilà. On a un magnifique post qui a été fait. J'ai plus l'origine du post. Mais tout est sourcé. Et on a les votes, un récap des votes du Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Gel des prix du loyer, ils ont voté contre. Augmenter le SMIC à 1 600 €, ils se sont abstenus. Indexation des salaires sur l'inflation, ils étaient absents. Blocage des prix de première nécessité, abstenu. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, abstenu. Taxe sur les revenus supérieurs à 3 millions d'euros, contre. Gratuité des cantines et des fournitures scolaires, contre. Recrutement des sapeurs-pompiers et revalorisation de leur salaire, contre. Régulation des installations de médecins pour lutter contre les déserts médicaux, contre. Instauration du prix plancher pour les agriculteurs, abstenu. Loi Egalim, contre. Soutien financier aux agriculteurs de bio en cas de crise, abstenu. Et assouplissement des règles de cumul des mandats, pour. C'est bien ça, le parti du peuple, hein. Vraiment le peuple, le peuple élu, hein, le peuple d'en haut, hein. C'est pas pour en tout cas c'est pas notre peuple, hein. Nous on a capté qu'on n'était pas dans les plans, hein. La loi Egalim, c'était la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Voilà, donc ça visait à modifier à la manière dont les prix des produits sont négociés, en imposant une interprofession de définir des indicateurs de référence basés sur les coûts de production, machin. Ouais. Le peuple égale les députés et leurs enfants. Non mais totalement, c'est juste ça. Juste ça, pas plus, pas moins, tranquillou. Alors là, ça c'est très très drôle aussi, j'adore. Ça lui a valu d'ailleurs une jolie photo dans les répliques. On a une... comment elle s'appelle celle-là? Catherine Vautrin. Voilà. Catherine Vautrin. C'est la ministre du Travail. C'est pour te dire c'est pour te dire à quel point personne la calcule. Hein. Je te dis comment elle s'appelle celle-là, je ne savais même pas que c'était la ministre du Travail. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? La ministre du Travail, elle veut faire la chasse aux arrêts de travail abusifs, elle veut géolocaliser les transports sanitaires, débiter les comptes bancaires. Elle dévoile tous ses axes pour lutter contre la fraude. Évidemment, la fraude sociale. Limiter tout premier arrêt de travail prescrit en médecine de ville à 15 jours. Elle souhaiterait développer l'idée d'un accès à l'ensemble du patrimoine du bénéficiaire fraudeur par la caisse de sécurité sociale, assurance vie, données bancaires, etc., afin de s'assurer que ce dernier n'ait pas de revenus non déclarés. Obliger les transporteurs sanitaires à se doter d'un dispositif de géolocalisation et d'un système électronique de facturation intégré afin de garantir l'exactitude des kilomètres facturés. S'attaquer aux bénéficiaires des allocations chômage qui devront à présent avoir un compte bancaire en France ou dans l'Union européenne pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu, Vincent Granier. Sauf que les constats des caisses de la MICAF, Bercy et de la Cour des comptes le démontrent, l'essentiel de la fraude sociale relève des cotisations, donc employeurs, et pas des prestations et encore moins d'assurance maladie. Le tout restant sans commune mesure avec la fraude fiscale. Donc, encore une fois, on veut s'en prendre aux plus pauvres en faisant croire que c'est à cause de qu'on est en galère. Ça commence à me casser les couilles. Voilà, je vais le rappeler, s'il y a des gens type Provence TV qui sont encore dans le chat, que la fraude sociale
de prestations, celle dont elle parle, c'est entre 1,5 et 3 milliards d'euros, chacal, par an. La fraude aux cotisations sociales, c'est celle des employeurs qui déclarent pas, tu vois, entre 6 et 8 milliards d'euros de cotisations. Le non-recours, c'est-à-dire la perte du système social, les gens qui ne réclament pas ce dont leur dû, ce dont ils pourraient bénéficier, soit par méconnaissance du système, soit par honte, voilà, pour des raisons de dignité, c'est 5 milliards d'euros. Donc ça veut dire que ta putain de fraude aux prestations, elle est englobée largement dans le taux de non-recours. Donc c'est même plus un sujet. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher. De toute façon, ça n'a pas d'impact. Si on voulait être chill là-dessus. Mais toi, tu vas aller grappiller encore. Hein. Non, on sait jamais. Hein. Si jamais il a pris 5 euros, je veux qu'on ait accès à tout son arbre généalogique, même son compte PayPal, tous ses comptes d'ailleurs, même son compte BetClick. Je veux qu'on prenne le moindre euro si jamais il a fraudé. Non. Mais ta grande race là, la fraude fiscale, elle s'élève entre 80 et 100 milliards d'euros, soit 10 à 60 fois plus. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Tu nous casses les couilles avec ça. Vous nous cassez tous les couilles à vouloir culpabiliser les plus pauvres. Parce qu'ils essayent de s'en sortir, parce que oh là là, ils ont fait un arrêt maladie alors qu'en fait ils étaient pas malades. Oh ouais, putain, c'est chaud. Chacal, entre 1,5 et 3 milliards d'euros, les prestations sociales. Ça, c'est le montant de la fraude. Les gens qui réclament pas ces 5 milliards, c'est déjà absorbé. Les gens qui fraudent le plus, ça va être les employeurs qui déclarent pas ou les travailleurs indépendants qui déclarent pas leurs cotisations, 6 à 8 milliards. Mais la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros chacal. Tu le fais exprès. Les cadeaux aux entreprises, 211 milliards chaque année, tu le fais exprès. Sans contrepartie, sans vérification de savoir si ça a été aidé. Quand on voit que Auchan c'est même permis de redistribuer, c'était Auchan ou Carrefour, dites-moi dans le chat. C'est même permis de se faire des dividendes de fou malade grâce aux aides. Non. Vous foutez de ma gueule. Vous voulez vraiment que je pète un plomb, vraiment. Bon, très rapidement, une autre info, mais voilà, je crois que tous mes épisodes, je dois redire au moins un des trucs que j'ai déjà dit avant. Dans la boîte, dans la black box, que j'appelle ça, la Republican Black Box, c'est ma boîte où je mets tous les chiffres, etc., pour les retrouver facilement, tous les trucs où à chaque fois on me reprend là-dessus, tu vois, sur le mythe de l'ultra-violence, le mythe des riches qui vont partir, le mythe de la fraude sociale, elle nique le pays, machin, tout ça, je l'ai noté. Peut-être qu'un jour on fera un livre, j'adorerais, putain. Un petit livre que t'as tout le temps avec toi, comme ça, hop, tu check, et puis t'auras même accès à une appli aussi, qui te permet de pouvoir débunker rapidement, tu vois. Alors très vite, avant d'attaquer le scan de cet épisode, pour apaiser les tensions avec la Corée du Nord, la Corée du Sud cesse désormais de diffuser de la K-pop par haut-parleur à la frontière. Voilà, ça me faisait rire, fallait que je vous en parle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment, hein, on est dans... c'est génial. Pour apaiser les tensions avec la Corée du Nord, la Corée du Sud cesse désormais de diffuser de la K-pop par haut-parleur à la frontière. C'est-à-dire que il y a des gars à l'état-major, ils se sont dit, frère, faut qu'on les déstabilise. On va mettre des enceintes et on va essayer de... T'inquiète. On va essayer de déstabiliser et tout. Ah ouais? Mais des enceintes, on va diffuser quoi? Bah de la K-pop. C'est ton idée là? Ouais. Chaud? Bah bien sûr que je suis chaud, putain, c'est génial! De la K-pop. Oh là là. Il y a eu pas mal de réactions, hein, des commentaires. Il y a Heyfuck sur X qui dit c'est comme si on utilisait Patrick Bruel pour faire fuir les Espagnols MDR. Oh le bâtard. Pourquoi Patrick Bruel? Balle perdue. Il y a Axel qui dit comme on est dans South Park. La vie de ma mère. Ouais, ils ont vu la scène de Cut Killer dans la haine. Ils se sont dit ça on veut ça. Et il y a moi la chef qui dit les policiers frontaliers qui sont dégoûtés car c'était leur seul moyen d'écouter de la K-pop. Les policiers nord-coréens, ils sont dégoûtés. Ils doivent être là. Mais non, on peut plus écouter de la musique qui est pas de chez nous. Oh le seum. Ah ouais, je te jure, ils doivent être dégoûtés. Tu sais, c'était leur petit moment ça. Ça leur permettait d'un peu de se tenir au courant. Ah ouais. Ils doivent être dégoûtés, putain. Dégoûtés. Allez, on passe au scan.
On passe au scan de Razi. Et c'est parti. Alors là, ce sera pour vous sur YouTube. L'épisode sera sur cette partie-là sera sur ma chaîne principale, évidemment. L'épisode en entier diffusé sur la chaîne CKR, le replay. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, tout commence sur Snapchat. Je vais vous expliquer un peu le take de mon petit laïus dans le scan de Razi. En gros, sur Snapchat, vous êtes au top, hein. The Kevin Razi, vous pouvez m'ajouter, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est une dinguerie. C'est là ma communauté la plus active, je crois, avec les cracks sur Discord. Là, les gens sur Snap, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je mets quasiment plus rien sur Instagram, parce que j'ai trouvé mon public là, et puis que Insta, voilà, c'est plus de la façade. Sur Snapchat, et sur le Telegram aussi d'ailleurs, continuez, hein, vous commencez à le faire monter bien comme il faut. Il y a toutes les vidéos qu'on traite dans CKR, c'est génial. J'ai reçu une vidéo sur Snapchat, enfin pas une vidéo, un commentaire d'un gars qui s'appelle Jordan. Et le gars réagissait à une vidéo sur Gaza, tu vois, que j'ai partagée, où ça pleurait sur le fait qu'il y ait un otage israélien qui était totalement amaigri. Et en disant mais c'est une honte et tout machin, et ça mettait voilà, ça soulignait l'ironie de s'attrister pour ce pauvre otage qui est amaigri, mais que toutes les vidéos et photos qu'on a des enfants qui ont la peau sur les os, qui meurent de faim, que ça n'ait l'air d'émouvoir personne. Et donc, par rapport à cette vidéo, je reçois un message d'un certain Jordan qui dit, et je vous ai copié son message, « C'est là qu'on voit que tu es limité intellectuellement, ou tout simplement que tu te mens à toi-même. Il n'y a aucun, je dis bien aucun otage palestinien, puisqu'ils ont tous été condamnés par des faits de meurtre, ou de planification, pour des faits de meurtre, ou de planification d'attentats, ou autres. Ce sont des prisonniers, tout simplement. » On te connaît, Kevin. On n'a pas oublié l'époque où tu crachais sur les musulmans. Et maintenant, c'est les juifs, parce que c'est mieux vendeur. Le créateur de ce monde s'occupera de t'anéantir et de te faire payer pour tout. Les vicieux et opportunistes comme toi, on les connaît. Et je rajoute à ça une autre vidéo qu'on va regarder ensemble, parce que je vais être honnête avec moi-même. De quelqu'un qui m'a répondu à ce que je disais quand je disais montrez-moi il est où l'entrisme des frères musulmans, on aimerait bien les voir, ils sont où les frères musulmans aux plus hautes sphères de l'État, etc. Et le mec il m'envoie une vidéo et je me suis dit putain, je refuse, je vous l'ai déjà dit, hein, intellectuellement d'être une caricature de l'opposition, une caricature du pro-palestinien gauchiste, etc. Moi, je suis toujours dans la recherche de l'intégrité intellectuelle de mes convictions. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir des convictions, les exprimer, si elles ne sont pas adossées à des faits. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je prends la parole et que je défends assez régulièrement tout ce qui est en lien avec la Palestine, c'est pas pour ce que c'est, à savoir l'horreur du génocide en cours, parce qu'il y a cette horreur-là aussi au Soudan ou au Congo, etc. Donc ça me touche tout autant. Là où moi j'ai mis mon curseur sur ce débat-là, c'est parce qu'en tant qu'homme de médias et personnalité publique, j'ai pu me rendre compte qu'en France, dans mon pays, les médias avaient la fâcheuse tendance, depuis 1 an et demi, à légitimer, à amoindrir, à euphémiser les atrocités commises par l'armée israélienne, à faire circuler des fake news sans les vérifier, évidemment, ou alors sans publier le démenti alors que tout le monde était au courant que c'était faux, et à condamner fermement toute personne qui pourrait ne pas être d'accord avec. Et là, on l'a vu juste avant, même des personnes qui juste soutiennent la Palestine, qui vont brandir un drapeau, vont se voir l'enlever de façon violente, vont se voir arrêter, condamner,
condamné pour avoir dit à un soldat israélien qu'il est génocidaire, te retrouver à avoir 46 jours de détention en maison d'arrêt, 1 an de prison, bracelet électronique, machin, 6 000 € d'amende, c'est une dinguerie sans nom. Et moi, ce que je dénonce au final, c'est ça. C'est comment tu peux tolérer toutes les fake news possibles et inimaginables, tous les propos abjects contre les Palestiniens, et derrière être dans la surréaction dès lors qu'on dénonce ça. Et moi, c'est ça, c'est ce 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique notamment, et même dans le traitement juridique, qui m'importe et que je condamne en vérité. Je n'ai pas à le faire pour le Soudan ou pour le Congo parce que dans les médias, tout le monde s'en fout, et qu'ils n'invitent pas régulièrement, c'est-à-dire quasi quotidiennement, des gens pro M23 pour légitimer les massacres, ou pro RSF pour le Soudan. Je crois que c'est ça, hein, le nom anglais, Rapid Force, je sais plus quoi. Voilà, c'est juste ça en fait. Et j'ai pas envie d'être une caricature. J'ai pas envie qu'on se dise ah ouais c'est le gaucho machin. Non, je veux pas en fait, parce que je veux que mes idées et mes convictions elles soient justifiées et elles soient épurées par un appui intellectuel, des faits, quelque chose de légitime qui normalement doit transcender toutes les émotions et toutes les notions partisanes. Et c'est pour ça que donc quand j'ai dit ils sont où les frères musulmans, etc., le mec m'a envoyé une vidéo. Donc je vais revenir après. Hein. Alors on va faire dans l'ordre. D'abord ce que a dit Jordan, parce que sinon on va jamais s'y retrouver. Alors je l'invite, hein, Jordan, à me sortir les propos, les interviews, les vidéos, les sketchs où je crachais sur la communauté musulmane. Et ensuite, je l'invite aussi, parce qu'il va galérer, hein, évidemment, comme ça n'existe pas. Et aussi, tu vois, ce truc de... Et Arthur avait fait la même remarque vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autres, à nous dire que, en fait, la posture qu'on avait de défendre la Palestine, c'était c'était à des fins mercantiles. C'était, comme tu vois, il l'a dit, maintenant, tu craches sur les Juifs parce que c'est mieux vendeur. C'est que t'as aucune connaissance du pays dans lequel tu vis actuellement, apparemment. Parce que si ça avait été le cas, Dieudonné, il serait milliardaire, Blanche Gardin, elle serait toujours invitée à la télé, enfin... Genre, et sachant que, pour le coup, j'ai mis Dieudonné et Blanche Gardin sur un même niveau, mais c'est pas pour Blanche Gardin, c'est juste pour des propos, pour un sketch pro-palestinien, c'est même pas pour des propos antisémites en plus. En fait, t'es dans quelle vie, quoi? À quelle heure tu crois que c'est vendeur? Et déjà, d'essentialiser, t'es pro-palestinien parce que tu veux te mettre les musulmans dans la poche. Ah ouais, donc en fait, il faut absolument être musulman ou alors être pro-musulman pour défendre la Palestine. Toi, déjà, c'est que t'as rien compris, c'est que c'est quelque chose d'humain et c'est une cause humanitaire, là. C'est un enjeu humain dans ce cadre-là. Donc, on s'en bat les couilles de la confession, en vrai. Il s'avère qu'il y a une majorité d'entre eux qui sont musulmans, mais c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont défendus ou qu'ils sont défendables. Ensuite, t'as une méconnaissance totale du pays dans lequel tu vis, si tu vis en France, pour croire que de cracher sur... Alors déjà, je crache pas sur les juifs, je crache sur les pro-israéliens, les pro-sionistes. Il s'avère qu'une majorité d'entre eux sont de confession juive, mais ce n'est pas pour leur judéité qu'on les critique, c'est pour leurs propos et leur prise de position vis-à-vis de la guerre qu'il y a à Gaza, où une bombe, selon eux, hein, qui tue des enfants à Gaza et qui a été jetée par l'armée israélienne, c'est pas pareil qu'une bombe du Hamas, parce que là, la bombe, même si elle tue sans faire exprès, elle tue au nom de la liberté, hein, comme le dirait Caroline Foest. Donc clairement, nous, voilà, enfin je dis nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui pensent comme moi, mais je vais parler pour moi. Moi, c'est clairement ça que je dénonce. Donc c'est pas quelqu'un en raison de sa confession, de son appartenance. C'est par rapport aux propos qu'il tient et à ce qu'il défend comme idée. C'est ça en fait qui va me mettre hors de moi ou pas. C'est cette malhonnêteté-là en fait. Donc encore une fois, on n'en a rien à foutre de savoir comment il prie ou comment il s'habille,
ou comment ou avec qui il couche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ses convictions, ce qu'il défend, et s'il défend des idées qui, à mon sens, sont condamnables, et qu'en plus de ça, il est légitimé par tout un système, que ce soit politique et médiatique, eh ben, je me dois à mon petit niveau, même si ça va peut-être pas faire changer les choses, de pouvoir porter ma voix parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Mais cette posture-là, elle n'a fait que des dégâts. Trouvez-moi des pro-palestiniens qui sont aux affaires, qui produisent des émissions à la télévision à heure de grande écoute, qui animent des émissions à la télé ou à la radio à heure de grande écoute, qui sont sur les plateformes à avoir des nouveaux projets, à enchaîner les projets, qui sont invités partout à la télévision pour faire la promotion de leur œuvre, de leur livre ou quoi que ce soit. Citez-moi des pro-palos qui mangent bien depuis 1 an et demi grâce à leur combat pro-palestinien. Nous, on a des Guillaume Meurice, on a des Blanche Gardin, on a des journalistes comme Mohamed Kassi, etc., qui se sont fait suspendre. On n'a que des... ou même Jean-Michel Apathy, qui se fait écarter de l'antenne, puis qui finalement démissionne. On n'a que des exemples de gens qui se sont fait cancel. À l'inverse, parmi les pro-sionistes, qui affirment clairement leur soutien à Israël, à l'armée israélienne, et qui veulent pas du tout être dans la nuance, qui veulent pas du tout condamner la politique de Netanyahou et les exactions commises par Tsahal, ben je sais pas moi, Arthur il poste du matin au soir des trucs ignobles, des fake news, etc. Il a toujours ses émissions, il continue de produire ses émissions, tout va bien. Prix des justes, remis par Macron pour sa lutte contre le racisme et l'antisémitisme, même si le racisme, la lutte, elle est vers où? Non, elle est pas là. Non, on l'a pas vue. Sophia Aram, Légion d'honneur, prix des justes. Donc, en fait, tout simplement, on se rend compte que y a pas en fait. On se rend compte qu'il n'y a pas. Je peux pas le dire autrement. On se rend compte qu'il n'y a absolument pas d'avantage mercantile à être en soutien au peuple palestinien. Voilà. Et si vous les trouvez, dites-les moi parce que ça nous permettrait de manger. Vraiment, on pourrait se mettre tiembe, mais force est de constater qu'il n'y a pas. Genre, voilà, je peux pas faire plus cash, plus direct, plus... Donc clairement, quand on décide de soutenir cette cause, c'est uniquement par conviction et parce qu'on a envie de se regarder dans une glace et qu'on veut dormir tranquille le soir. Mais moi, je n'ai rien gagné. Si ce n'est un attachement profond avec les gens qui me suivaient déjà, avec qui on partage les mêmes convictions. Donc là, ça nous crée un lien qui, je l'espère, sera indéfectible et qu'on s'accompagnera dans tous les projets. Mais vous pouvez pas me dire que c'est mercantile. Vous pouvez pas me dire que grâce à ça, on vit bien, on est mieux, etc. Donc maintenant, ça c'est pour le petit Jordan qui dit de la merde. Maintenant, on va passer à cette autre personne. Et à un certain Dominique, ou une certaine Dominique, c'est un nom mixte, qui m'envoie... Enfin, le post a été envoyé, d'ailleurs Sophia Aram a commenté en dessous. On m'envoie ce post de Dominique Dumoulin qui, en réaction à cette phrase que j'ai dite, ils sont où les frères musulmans en France qui font de l'entrisme et qui dirigent tout? Et on m'envoie ce passage d'un mec qui s'appelle Elias Imzalen. Il est invité par le nouveau parti anticapitaliste et il explique comment la lutte contre l'islamophobie permettra, avec l'appui de la gauche partageuse, d'installer le Muslim Power avec un rôle politique pour ceux qu'il désigne comme des islamiens. Écoutons les motivations d'Elias. Alors, tu sais quoi? On va écouter parce que nous, contrairement à eux, les droitards, les fachos, tout ça, et les islamophobes, on essaye d'être honnête intellectuellement et de ne pas écouter que nos sources. Alors c'est parti. On va écouter cette petite vidéo. Pour nous, la chose est claire. Si, comme on aime à le dire, puisqu'on donne une définition qui est autre de l'islamophobie, pour nous, c'est pas simplement un problème de droit de l'individu. C'est systémique. Donc, si on dit que l'islamophobie, c'est tout ce qui entrave la construction et le développement de la communauté, son expression visible et politique, que ce soit en France ou ailleurs, alors il nous faut développer
et protéger les initiatives de la communauté. Déjà, il a une voix tellement douce, mon pote. Quand tu fais un délit de faciès, tu te dis, tu vas l'entendre parler, t'as les imams. Parce que certains osent dire, tu sais, avec le doigt comme ça, mais en fait, non. Alors, vraiment, moi, je pense que... Rendre légitime son expression visible, on parlait là de hijab, de niqab ou autre, et son expression politique. Puisqu'effectivement, nous avons des choses à dire en tant que musulmans, et tu fais bien de le dire, ça passe par une autodétermination des nôtres, faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pouvoir agir sur la communauté pour revenir, comme aimaient à le dire un peu les Black Panthers, et nous, on a repris cette formule, du Muslim Power. Le Muslim Power, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir parler en tant que musulman sur non seulement l'islamophobie, mais également sur toutes les questions et tous les défis que nous oppose ce monde libéral exécrable, orwellien parfois, tu l'as bien dit, qui cherche à savoir maintenant même ce qu'on a dans nos âmes, et c'est à nous de lutter contre lui, et évidemment, cette construction... La barbe est incroyablement bien entretenue, hein. Elle bouge comme as et tout, j'avoue qu'elle me subjugue. Par contre là, bon, pour mettre un peu de sérieux, ça fait 1 minute 24 qu'il parle, et pour l'instant, j'ai pas tiqué, hein. Et Dieu sait que là, j'ai mis mon islamisme radar poussé au maximum, hein. Aidant de créer un nouvel arc, une nouvelle force. Ouais, en plus, il te parle orwellien, machin, donc déjà là, bug 404 pour les droits tardés. Qui viendra, si l'islamophobie systémique, comme j'ai dit auparavant, c'est que le système est lui-même le problème. Et si le système est le problème, on ne pourra pas le changer seul. Tu l'as dit, nous sommes une minorité en France, mais nous sommes une majorité dans le monde. Il faut le rappeler aux impérialistes. Et je pense qu'ils l'ont compris dans certaines régions du monde, parce qu'ils ont dû s'en retirer. Et Inch'Allah, je l'espère, ils se retireront également de Gaza et de tout. Là, il a dit Inch'Allah, putain, ça y est, c'est bon. Putain, il a dit Inch'Allah, c'est un djihadiste. La Palestine libérée. Il faut construire cet arc, puisqu'on l'a vu, pour le cas de la Palestine notamment, on a vu des partis de gauche qui ont donné plein soutien à la résistance du peuple palestinien, qui luttent contre l'islamophobie. On l'a vu également des partis de gauche en Amérique du Sud. Donc, en fait, ça dessine une nouvelle perspective, au-delà de perspectives musulmanes et de notre perspective à nous, de créer ce Muslim Power, de parler à partir de nos fondamentaux. Le mec, pour l'instant, ça fait 2 minutes 21, je vois pas ce qu'il a dit qui ferait penser à de l'entrisme, si ce n'est juste, venez, on arrête de laisser Chalgoumi parler pour les musulmans et on s'organise pour avoir un conseil représentatif des institutions musulmanes de France pour pouvoir défendre notre communauté dans sa globalité au niveau national. Et de relever tous les défis que nous oppose cette société, mais créer cet arc et cette alliance, non seulement contre l'islamophobie, mais contre le système et la construction sociale telle qu'elle existe. Je vois là-bas un pavé pour un nouveau mai 68 qui soit porté par des formations musulmanes, de gauche, par des partageux, renouer un petit peu avec l'esprit de la commune. On a vu un petit peu tous les mouvements à l'époque qui sont montés au créneau pour, je pense là à Vallès ou à Varlin, pour proposer autre chose. Oh là là, le mec qui te parle des communards, Vallès et tout. Non, non. Trop basé là pour les fachos, totalement. Là, ça, ils sont en PLS. Je suis sûr que Dominique n'a pas écouté la vidéo. Déjà à l'époque, pouvoir rêver en prenant des pavés ou sous les pavés, je me rappelle plus de quelle est l'expression consacrée. En tout cas, c'est à nous de construire ça. Et c'est à nous de le faire puisque c'est cohérent. Je pense que c'est à nous de réaliser finalement le pire cauchemar du livre noir, puisqu'il a dit qu'apparemment il existait des gens qui s'entendaient pour lutter pour la Palestine, contre l'islamophobie, apparemment des décoloniaux, apparemment des gens de gauche, apparemment des gens racisés, et même des islamiens, comme j'aime à nous décrire. Eh bien oui, ce rêve existe et c'est votre cauchemar, et tant mieux. Pour nous, la chose est claire. Je vois pas en fait ce qu'il a dit. Je ne vois pas ce qu'il a dit qui te fait croire qu'il y aura un entrisme des frères musulmans au sein du pouvoir. Alors après, ensuite, voilà ce que Sophia Aram a partagé. On va aller au bout, hein, parce qu'il a été condamné pour ces propos-là. Écoutez. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Ça, c'est la phrase qui l'a fait condamner.
dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée et nous pourrons prier au Masjid el-Aqsa et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Et ce génocide a des complices. Ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden. Il s'appelle Macron. Macron, le voleur d'élections, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée et à Matignon. Ouais, on les connaît. Hein. On les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Oui, bon, ça c'est un propos révolutionnaire. Enfin, bref. Les gars, je vois pas, en fait. Et alors, dans l'article, j'avais un article qui a expliqué le gars, en fait, il a été condamné le 19 décembre. Alors... Il est comparu pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie et la nation. De très nombreuses personnes sont venues le soutenir, remplissant la salle dans une ambiance électrique marquée par plusieurs incidents. Ok, d'accord, machin. Une altercation aura même eu lieu qui se soldera par une contravention en audience de comparution immédiate. Surtout les avocats des partis civils, Observatoire Juif de France, l'ICRA, etc. seront exfiltrés sur ordre de la police par les souterrains du tribunal. Alors, il est condamné à 5 mois de prison avec sursis contre 8 mois avec sursis requis. Pour provocation publique à la haine ou à la violence, il devra également verser 1 000 € de dommages et intérêts à chacune des 5 associations, parties civiles, et 1 000 € également au titre de l'article 475 alinéa 1 du Code civil de Code de procédure pénale, soit au total 10 000 €. Putain. À en croire les applaudissements qui éclatent dans la salle, on comprend que les soutiens d'Elias Imzalen sont satisfaits du jugement, ce qui n'empêchera pas quelques tensions par la suite dans la salle des pas perdus. Alors, dans sa longue décision de 12 pages, le tribunal rappelle que durant sa garde à vue et puis à l'audience, s'intéresser s'est décrit comme un pacifiste, appelant à l'amour entre les peuples et que la manifestation du 8 septembre était bon enfant. Le mot intifada, selon lui, se traduit simplement par soulèvement des consciences. Telle n'est pas l'analyse du tribunal à la lecture des retranscriptions des vidéos de ce discours. Le jugement en reprend le large passage dont ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden, il s'appelle Macron le voleur d'élections, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous? Qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, puis Rabat, par... Ouais, franchement, frère. Franchement, alors, je sais pas si je suis fou, mais je suis pas choqué par ce qu'il a dit. Parce que pour moi, c'est pas pénalement répréhensible. Eux, ils ont entendu un mot en arabe. Il aurait dû dire soulèvement des consciences. Les frères qui veulent faire des prêches, là, ou juste des discours un peu pour haranguer les foules, n'utilisez pas intifada. Je sais que c'est stylé dans l'idée d'utiliser un mot qui a une connotation historique, parce que c'est le moment où les Palestiniens se sont soulevés et ont jeté des pierres et machin. Mais vous avez bien vu que là, on n'est pas dans un pays qui a envie de jouer avec les règles du droit commun et qui n'a pas envie de juger de façon impartiale. Donc, dites soulèvement. Franchement, dites soulèvement. Ouais, c'est juste une tifada qui les a fait vriller, je te jure. Hein. Parce que là, vraiment, je vois pas. Vraiment, je vois pas. Ces génocides dont des complices, il s'appelle Biden, il s'appelle Macron. En quoi c'est faux? Macron, le voleur d'élections, n'est-ce pas? Pareil, voleur d'élections, ouais, parce que tu jettes une grenade dans les jambes pour faire des législatives anticipées. Finalement, c'est pas le RN qui arrive en tête, mais le mouvement du nouveau Front Populaire. Tu choisis jamais quelqu'un du nouveau Front Populaire pour Matignon. Tu mets des gens qui sont issus de partis minoritaires, LR, puis Modem, mon cul là. En vrai, ouais, je veux dire, il y a rien qui me choque dans ce qu'il a dit. Et donc, si pour lui l'intifada c'est le soulèvement des consciences, et sa traduction, en fait, en quoi la justice française est habilitée à juger l'arabe. L'arabe au sens la langue, hein, pas le mec. En vrai, c'est quand même assez dingue de se dire en quoi vous avez la capacité de... Là, vous faites juste un raccord avec ce que ça représente, vous contextualisez et vous en déduisez que.
Mais je comprends pas. Bref. Bref, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Mais voilà, en tout cas, vous avez... donc, quelqu'un qui... Voilà, on m'a partagé ça en me disant, vous avez vu, hein? Bah, on n'a rien vu, cousin. Hein. On n'a rien vu, je suis désolé. Et je me refuse, encore une fois, intellectuellement, à être une caricature. Mais on n'a rien vu. Cela ne veut rien dire. Le mec était simple, net, clair, efficace dans son discours. Il t'a pas dit on est partout et on est dans la gauche et on contrôle la gauche. Il t'a dit si les mouvements de gauche qui tendent vers nous peuvent nous aider à pouvoir en gros créer nous un conseil représentatif des institutions musulmanes de France. Et je fais exprès de prendre l'acronyme de CRIF et de changer une lettre qui n'apparaît pas d'ailleurs dans l'acronyme. C'est parce que c'est exactement ce que fait le CRIF. Il veut avoir le CRIF musulman. Sachant que le CRIF reçoit chaque année des politiques à manger pendant le dîner du CRIF. On se rappelle de cette vidéo d'Elisabeth Lévy qui disait « Oh là là, j'ai vu des gens se faire pourrir par les responsables du CRIF, des politiques et tout. » En fait, l'entrisme sioniste, il existe. Hein, entre Elnet, qui prend des petits députés français, qui les envoie en Israël. Vous avez vu comment c'est, machin ? Entre les Yadans et avant ça Habib, qui défendent les intérêts d'Israël comme personne et qui se vantent, qui te disent on a des appuis, la majorité des sénateurs nous suivent, la majorité des députés nous suivent. Vous avez vu, moi, quand France Info avait mis otages palestiniens, j'ai appelé direct, ils ont changé le truc, ils ont suspendu le journaliste et tout. Bah, excusez-moi, mais c'est ça de l'entrisme. Et ce que je dis, c'est sur le Telegram, c'est une vidéo d'elle, elle l'assume face caméra dans le plus grand des calmes. On n'a même pas besoin de faire appel à de l'imagination complotiste, tu vois. Factuel, on reste que sur les faits. Boycotter les gens, d'un coup de les faire suspendre, d'un coup de les... C'est l'entrisme. Le gars te dit, je veux la même chose. L'entrisme catholique via Stérin, via Bolloré, on en parle. Stérin qui, dans le plus grand des calmes, dit « Moi, je vais évangéliser les bébés, le plus de bébés possible. Je vais évangéliser même des gens qui ne sont pas encore évangélisés. Il faut qu'on ait de plus en plus de chrétiens. Donc moi, je vais mettre 150 millions d'euros pour acheter des médias, pour pouvoir pour former des maires, etc., pour les ramener à la cause et de promouvoir nos idées de droite et chrétiennes. C'est pas de l'entrisme, ça? Vous avez des preuves d'entrisme chez les catholiques et chez les juifs qui sont indéniables, factuelles. Et vous nous cassez les couilles pour de l'entrisme musulman qui n'existe pas encore. Qui essaie juste de s'organiser pour faire comme les autres. Si le CRIF, si Stérin, si Bolloré, ça ne vous dérange pas, je ne vois pas pourquoi ça vous dérangerait que les musulmans s'organisent. Au même titre que les autres. Pour pouvoir se faire défendre autrement que par l'imam Chalgoumi, qui ne sait pas parler, qui raconte de la merde, qui est un putain de suceur. Ah bah il suce tout, lui, tout ce qu'il peut. Je suis désolé, enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est quoi l'entrisme là à ce niveau-là qu'est-ce qu'on doit avoir C'est parce que tu vois un mec avec une barbe que t'as flippé ? Alors elle est très belle sa barbe, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu as vu de flippant dans cette affaire ? Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a eu, alors bien sûr, là, l'autre truc. Une belle barbe, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, il faut le souligner parce que moi, je suis très barbeur, tout ça. Il a une putain de barbe. Il n'y a rien à dire. Alors, là, on a cette vidéo, en plus, qui a été partagée évidemment par tout le monde. Par tout le monde de cet otage qui s'appelle Eviatar David. Très amaigri, qui est contraint de creuser sa propre tombe, selon les dires du poste. Et c'est le Hamas qui a publié cette vidéo glaçante. מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נהיה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. Et là, c'est horrible. חופר לעצמי את הקבר שבו אני il explique qu'il est en train de creuser ça. אולי אשכב
ובאמת, Et il pense que c'est là qu'il כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. va mourir. הזמן הולך ואוזל. Que le temps est compté. ורק אתם תוכלו לעצור את זה. כדי שאני אוכל לשכב במיטה שלי. Qui est capable de me faire dormir dans mon lit. La vidéo est horrible. Elle est horrible. Elle est horrible. Et là, la fanfare sioniste dans les médias français a commencé. Wouhou! On a d'un coup les yeux, ils sont comme as quand tu vois des vidéos d'enfants amaigris, machin, de gamins qui se font écraser les uns sur les autres pour essayer de bouffer. Ah, un Israélien. Oh putain. J'avais les mains sur les yeux, je sais pas pourquoi, mais alors là, par contre, je les ai enlevés pile poil quand je tombe sur cette vidéo. Incroyable, parce que dès que je tourne la tête, hop, c'est marrant ça. Et si je fais, ah ouais, si je fais ça aussi, c'est incroyable, je sais pas ce qui se passe, c'est des mains automatiques. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et nous, on est humains, évidemment que ça nous choque. Mais encore une fois, Chacal, à force de communiquer que sur un axe et pas sur l'autre, tu nous obliges à faire ce job dégueulasse. Tu nous obliges à dire oui mais. On voudrait pas dire oui mais pour ce Eviatar David. C'est chose qui vit Eviatar David. On aimerait bien ne pas avoir à dire oui mais. Oui mais pourtant tu n'as pas réussi à avoir d'empathie pour des putains d'enfants qui sont en train de crever la dalle. On parle d'une dizaine de milliers. Enfin, et là, toi, tu as décidé de... Non, on va juste communiquer là-dessus. Et ben, résultat, voilà, ça donne encore qu'on va s'énerver. Absolument, on peut reprendre les propos de M. Darmanin, le ministre, qui dit que de telles personnes n'ont pas leur place, et en tous les cas, cette personne-là n'avait pas sa place sur le territoire national. Ça veut aussi dire qu'elle peut revenir quand elle veut, d'une certaine façon. Ah oui, là, c'est rien à voir. Là, c'était par rapport. J'aurais dû le mettre avant cette vidéo. Alors, je ne connais pas les méandres des règles des réfugiés ou des personnes dans son cas, mais ça pourrait dire qu'elle peut revenir quand elle veut, ce qui pose encore le problème de l'accueil de ces personnes qui ont montré un antisémitisme complètement décomplexé et qui pourrait n'apporter que des problèmes sur le territoire national. La présence de ces réfugiés gazaouis, il serait près de 300 sur le territoire national depuis ces derniers mois. Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle inquiète la communauté juive de France, Monsieur Allouche? La présence de ces personnes, comme l'a montré l'exemple de Madame Atala, comme l'a montré l'exemple du monsieur qui est en relation avec un de vos confrères, ou enfin avec un journal en tous les cas, inquiète la communauté juive, mais elle inquiète aussi la communauté nationale parce que on a comme aujourd'hui quand même des doutes par rapport au criblage de ces personnes. Voilà, comment jeter l'opprobre sur tout le monde à cause de tweets. Merci beaucoup, hein, Benjamin Allouche. Parce qu'évidemment, non, bah voilà, à titre personnel, en tant que Français, la commune, non, ça va, nous, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas, je te rassure, nous, ça va, alhamdoulilah. Et c'est un truc de ouf, hein, comment tu vois, avec des médias, tu peux créer une opinion et faire croire que, tu vois, que t'as raison, parce que tout le monde va dire la même chose, parce que tu construis ton propos d'une certaine façon, etc. Donc si t'es pas éduqué à l'image, tu te dis, ah bah, si c'est passé à la télé, c'est que c'est vrai. Et ce qui est intéressant, et ce qui rend ouf la plupart des sionistes pro-génocidaires, là, j'ai pas un autre mot hein, pour les qualifier, c'est de pas réussir à gagner cette guerre de l'empathie. De se dire, je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à les avoir, et pourtant on met des millions et des millions d'euros dans des achats d'espace, de vidéos de propagande sur YouTube, etc. On met des posts qu'on met à la mi-temps de matchs de foot et tout, on investit de ouf, machin. Mais pourquoi les gens, j'ai l'impression, on gagne pas? Dès qu'il y a un post, un hashtag, un machin, ça prend que chez nous, pas chez les autres et tout. L'empathie, ça s'achète pas, Chacal. Pose-toi la question. Soit t'as 90%... Non, je vais pas rentrer dans les chiffres, on dirait un doigt tardé. Là.
Soit tu as une grosse partie des gens qui sont devenus antisémites du jour au lendemain, l'ONU, Human Rights Watch, MSF, la centaine d'États qui reconnaissent la Palestine, les journalistes, l'AFP, tout le monde est devenu antisémite du jour au lendemain. Et soit il y a peut-être un problème en fait avec ta façon de voir les choses. Et cette non remise en question, elle est quand même incroyable. Je le dis et je le répète, hein. Ce qui est écrit sur les livres saints qui ont plus de 5000 ans, hein, faut le prendre avec des pincettes, les gars. Quand il y a écrit peuple élu, doucement, parce que j'ai tendance à croire que certains pensent que c'est vrai. Hein. Donc il faut arrêter avec ça. Hein. Parce que si tu penses que t'es plus haut que les autres, on va jamais s'en sortir. Si tu dis nous on a raison, c'est tous les autres qui se trompent, c'est tous les autres qui sont pas dans l'empathie, c'est tous les autres. Comme la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois, du gars qui disait imaginez, nous les juifs on partait tous vivre sur la lune, elle serait à la pointe de la technologie, du coup la Terre elle voudrait venir chez nous, elle nous accuserait d'avoir envahi la lune. Si, ça a inventé tout un truc tout seul. Chacal, ferme-la en fait, là, tu t'es pris pour qui? Tu chies comme tout le monde, hein. Et c'est parce que justement je vois en toi mon égal d'un point de vue humain qu'on ose espérer qu'il ne se passera plus jamais rien en raison de notre appartenance religieuse ou ethnique. Parce que justement, on a zéro considération de supériorité ou d'infériorité vis-à-vis des uns et des autres. C'est ça qui est censé nous maintenir en vie. En revanche, si toi tu commences à porter des propos comme ça, Chacal, tu es en train de creuser ta tombe, fais gaffe. Ou alors tu te vois, ou alors tu creuses la mienne et tu dis que j'ai pas mon humanité ne vaut pas la tienne. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On a quoi d'autre là? La chaîne d'information américaine BBC a diffusé des images filmées par des employés de l'ONU montrant des soldats israéliens tirant à la mitrailleuse lourde à proximité immédiate de leur convoi. Selon les images, ces tirs visaient directement des Palestiniens affamés venus chercher l'aide humanitaire. Je sais pas si sur Twitch je peux me permettre de mettre cette vidéo. Bon, après on voit pas grand chose, mais c'est horrible. Ça en dit long, tu vois, Chacal. Tu t'es là, tu veux t'émouvoir de ces otages israéliens qui sont retenus par le Hamas. Tu peux pas être dans une unilatéralité. Tu peux pas, parce que ce qui se passe là, c'est scandaleux. Et, alors, il y a un truc qui m'énerve. Tout le monde dit oui, Netanyahou, comment elle s'appelle, celle qu'on déteste tous, là, Barbara Lefebvre. Ils rendent les otages, demain tout s'arrête. Ils rendent les otages, dans la minute tout s'arrête. Ok. Alors, il y a Time of Israel qui a posté un article. Et je pense que l'article, voilà, il vaut tout, hein. Il y a Time of Israel qui a mis, et je cite, attends, est-ce que je l'ai mis quelque part? Non. Bon, je l'ai pas, voilà, je viens de niquer mon flow. Hop, Time of Israel, priorité, voilà, je vais vous le retrouver. Alors... Hop. Je vais vous trouver ce truc-là. En gros, c'est un article de Smotrich. Ah voilà, Time of Israel. Voilà, c'est parfait. Pour mettre fin, tu vois, un peu à ce truc. Et il y a la même avec Netanyahou aussi. Hein. Qui le dit moins crûment que Smotrich, mais qui explique que, voilà. Il faut dire la vérité. Ramener les otages n'est pas le but le plus important. Le ministre des Finances d'extrême droite estime que l'anéantissement du Hamas doit primer sur le retour immédiat des 59 captifs encore détenus à Gaza. C'était en avril 2025. Voilà, il a déclaré lundi. Ramener les otages n'était pas l'objectif prioritaire du gouvernement. Donc demain, on rend les otages. Barbara, ta grande race là. Raclure de chibre. Il se passera rien en fait. Fromage de chibre, pardon, excuse-moi. Il se passera rien. Ça s'arrête dans la minute. Non, Chacalette. Ça s'arrête pas. Noir sur blanc, là. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire, madame? Qu'est-ce que je peux faire? Et à toutes celles et ceux qui me disent la même chose, qui postent la même chose. Oui, mais s'ils rendent les otages, ils s'en battent les couilles, Netanyahou. Ils s'en battent les couilles des otages. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Les familles d'otages l'ont compris.
Peut-être faudrait les écouter, non? Ils s'en battent les couilles. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, je sais pas comment faire pour que tout le monde ait le même niveau d'info, tu vois. Ah, attends, je vais vous trouver le truc avec Bibi. Que j'ai vu là tout à l'heure. Parce que vraiment, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Alors. Alors là, tiens, on a la guerre en Iran a ouvert de larges possibilités. Priorité au retour des otages. Là, il a dit ça. Là, il l'a dit. Hein. Ouais, j'ai dit 5000 ans, mais t'as capté, hein, chacal. Mais en tout cas, c'est bidon, on dit la même chose, ça c'est clair. A déclaré dimanche l'opération. Ah oui, en Iran, des larges possibilités régionales. Oui, en fait, il s'en battait les couilles là-dessus. Il était tout content d'avoir fait ce truc-là. On va continuer dans les vidéos. Alors regardez, alors là, et le meilleur d'or du meilleur acteur est attribué à Eric Nolot pour le Hamas traite les otages comme le faisaient les nazis. Mais vous savez, on les a déjà vus, ces images. Oui. On les a vues à Auschwitz, on a ouvert les camps. Sauf que les nazis, ils les cachaient, ces images-là. Et quand il y avait des visites de la Croix-Rouge, ils organisaient des sortes de villages Potemkin. Le Hamas, non. Le Hamas exhibe les corps amaigris de cet homme qui est plus mort que vif et exige des choses en inverse. Écoutez, on n'a pas affaire à des gens qui sont encore dans l'humanité, en réalité. Ils parlent d'ailleurs, ils parlent du côté du mal absolu. Et puis, ça fait le lien avec notre premier sujet. Ils traitent les otages comme le faisaient les nazis, et donc, ils sont des adorateurs d'Hitler qui faisaient la même chose. Voilà. C'est absolument cohérent. Simplement, moi, j'attends qu'on en tire les conséquences. Comment on s'adresse à ces gens qui ont quitté l'humanité, qu'est-ce qu'on prend comme mesure et qu'est-ce qu'on attend pour prendre vraiment la mesure de ce que sont ces gens, voilà, et de ce que sont en tout ou en partie tous les gens qui viennent de Gaza. Je regrette, ils sont les contemporains, les concitoyens. Ils ont grandi dans cette idéologie, dans ces valeurs-là. Ah ouais, donc d'ailleurs, donc là, il est en train de te dire qu'il faut essentialiser les civils aussi. Malheureusement, ils ne sont même pas des valeurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans cette absence de valeurs, c'est une régression absolue, c'est absolument intolérable. Mais le mec, il regarde pas ce qu'a fait l'armée israélienne, en fait. Non, mais je suis choqué. Je trouve même que la réaction de la France est un peu molle. Moi, je trouve, on va la voir. Je trouve que l'indignation et l'expression de l'indignation n'est pas du tout à la hauteur des atrocités qu'on vient de voir. C'est vraiment profondément choquant. Mais alors, quel cheesecake de fromage de chèvre. Alors là, vraiment, c'est... Waouh. C'est-à-dire que... Alors lui, il a vraiment... Pareil, c'est le même principe, c'est... Hop, les yeux s'ouvrent là, hop, ça se referme là. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voit que ce qui sort de la propagande israélienne. Mais par contre, tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, toutes les exactions commises... tous les massacres, même là actuellement avec cette espèce de truc humanitaire qui a aucun sens là, de points de ravitaillement de bouffe là, qui juste fait des morts quotidiennement, rien vu nous. Ah, rien. Par contre lui on l'a vu, c'est des nazis, carrément il sort les terres, machin, Auschwitz et tout. Mais tous ces gens qui sont déplacés non-stop dans une zone qui a été pétée à 80%, t'as vu les images ou tu fais exprès? Oh, ça me débecte. Ça me débecte. Et voilà. C'est pour ça que, autant vous dire que ça en dit long. Ça en dit long et ça nous rend ouf. Ça nous rend ouf. Que dire en vérité, hein. Vous avez déjà tout mon point de vue. En gros, hors de question d'être une caricature de soutien. On reste sur du factuel. On reste sur de l'analyse et de l'humain. En tout cas, moi, c'est mon credo. Et c'est des humains qu'on juge. C'est des gens, leurs convictions et leurs actes.
et non leur appartenance à quelconque communauté. Si vous n'avez pas réussi à comprendre ça, si vous pensez que c'est intéressé au mercantile, bah déjà c'est que vous ne connaissez pas le business. C'est que vous ne... Alors vraiment, c'est que pour les gens qui pensent que tu soutiens la Palestine parce que tu veux péter dans le game et avoir de l'oseille, etc., bah putain, comme je l'ai dit précédemment, c'est que tu vis dans un monde qui doit être les Sims 4, mais pas du tout la réalité. Parce que les faits, encore une fois, toujours les faits, nous montrent que c'est totalement l'inverse qui se passe. Et j'espère qu'on arrivera un jour où je sais pas comment, mais parce que tu vois, les gens sont dans une telle matrice que je pense que c'est très compliqué je sais pas comment se faire entendre raison en fait. Peut-être à travers des métaphores façon des fables de La Fontaine, des trucs comme ça, parce que tu sais, de faire une histoire d'un chat. Il arrive chez quelqu'un, il prend sa litière, le chat il fait bah t'as pris ma litière et tout. L'autre il lui dit bah ouais mais bon c'est parce que moi tous mes autres chats ils se sont fait écraser sur la route donc voilà maintenant ta litière c'est à moi. Tu sais faut trouver un truc. Le mec et que le mec ça devient ouf. Il s'appellerait Netanyahu. Bref, on va trouver un take. On va trouver un truc. Une fable. On va créer ensemble sur le Discord une fable pour essayer d'expliquer la douleur de ce qui se passe. Parce que là, j'avoue, il y a des moments où tu peux perdre foi en l'humanité. Et j'ai pas envie. Allez, on passe aux no comments. Je vous lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Et après, on finira avec le miel pour faire passer, digérer un peu tout ça. Le no comment, c'est parti. On commence. Attention dans le chat. Vous n'avez le droit qu'à mettre des emojis. C'est parti. Première info, et moi je dois pas les commenter évidemment. Le RN, Rassemblement National, affirme ne pas être un parti d'extrême droite. La taxe foncière va encore augmenter de 5% cette année. Ça va péter. Pour la deuxième année consécutive, Mohamed est le prénom le plus donné aux nouveau-nés garçons en Angleterre et au Pays de Galles. Allez, on passe... Ah putain, j'ai trop de vannes là qui me venaient. On passe au miel. Alors, le miel, il y en a deux. D'abord, c'est les répliques qui nous ont pondu cette masterclass. Christine Kelly, qui est toujours coincée dans le Get Out CNews, qui dit quels sont les pays arabes qui accueillent les Gazaouis. Oui, parce qu'en fait, les Arabes sont censés accueillir des Arabes, c'est logique, parce qu'ils sont Arabes, donc je comprends pas quoi. Anne-Laure Bonnet lui répond: pourquoi souhaitez-vous qu'un pays accueille les Gazaouis? Ils ont déjà un pays où ils souhaitent vivre, il suffit de leur rendre. J'adore. Et ensuite, Tax Driver qui enchaîne: quelle chaîne d'information de la zone euro emploie un homme condamné pour corruption de mineurs? Punchline, chaos technique. Allez, va là-bas, merci, au revoir, ferme-la à tout jamais. Ça fait... Ah, je connais pas Anne-Laure Bonnet. Attends, ou alors ça se trouve je connais, mais là je me la remets pas. Anne-Laure Bonnet, c'est une journaliste, animatrice de télé. Ah, football, Formule 1. Ah ouais, d'accord. Public Sénat maintenant. Ah ouais, putain, elle a commencé par TF1, Beansport, France 5, Téléfoot. Bah ouais. Engagé, dis donc. Ah ouais, c'est rare les journalistes sportifs qui s'engagent comme ça fait plaisir. Et enfin, dernier miel d'un mec. Alors, est-ce que je vérifie juste son identité? Est-ce que c'est bien lui ou pas? Non, c'est pas lui. Si vous trouvez le nom de la personne sur cette vidéo, elle est incroyable. Elle remet en place le mythe sur les OQTF. Et directement face à Mister OQTF, a.k.a. Bruno Retailleau.
90% des personnes visées par une obligation de quitter le territoire n'ont commis en France aucune infraction à la loi. Des étrangers qui n'ont pas le droit de travailler dans notre pays, qui ne peuvent pas se loger et qui pourtant sont arrivés jusqu'ici et n'ont jamais enfreint la loi française. 90% de ces obligations ne sont pas exécutées. L'administration n'a pas les moyens de les y forcer, fabriquant ainsi une détresse immense pour toutes celles et ceux qui restent. Ces étrangers, après 30 jours, entrent dans une précarité presque absolue, une sorte de ni régularisable, ni expulsable. Donc, je résume la situation. La France accueille moins d'étrangers que ses voisins. Elle refuse plus de titres de séjour et délivre entre 2 et 4 fois plus d'obligations de quitter le territoire. Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur le Ministre, en quoi cette politique migratoire est efficace selon vous? Et si vous manquez d'éléments de réponse, élargissons les voies légales de l'immigration, autorisons l'accès au travail sans condition de titre. Cessons de faire croire qu'on doit expulser les étrangers alors qu'on a besoin d'eux pour construire l'avenir de notre pays. Alors là, chapeau. Du miel, encore une fois. Du fucking miel. Et je vous rappelle que Terra Nova, le think tank social-démocrate, publié un sondage il n'y a pas longtemps, une étude de sur l'immigration économique, pardon. Et en fait, si c'est un sondage, les résultats, ils disaient que les Français ne sont pas opposés à l'immigration choisie. Évidemment, hein, on veut les meilleurs. C'est pété de réfléchir comme ça. Par ailleurs, l'Hexagone a besoin d'accueillir 310 000 immigrés par an d'ici 2040 pour assurer le financement de son modèle social. Voilà, c'est important de l'avoir en tête. Et on voit que Giorgia Meloni l'a compris. Elle qui avait dit on n'amènera plus d'immigrés, elle en fait rentrer quasiment 1 million. Donc c'est une dinguerie. En tout cas, merci à toutes et à tous. C'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous sur cet épisode de CKR, le 99. On attaque le 100e bientôt, c'est une dinguerie. Merci pour votre engagement, que ce soit dans le Discord, que ce soit là sur le chat et dans les commentaires et tout. On lit tout, hein. N'hésitez pas, contact@razi.fr si vous avez des messages particuliers à faire passer. C'est un honneur et un privilège de pouvoir papoter avec vous et servir à vos côtés en espérant un jour que peut-être que ces émissions deviendront la boîte de Pandore qui permettra de pouvoir faire avancer les choses et la fameuse Cuenta. En tout cas, on reste connecté. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 100. Je sais pas s'il va rien se passer de particulier pour l'épisode 100, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pris de court. Mais en tout cas, juste, on va être content de se dire qu'on l'a fait. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à jeudi. Ciao.